Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Donc, cette semaine, à Entretien avec un guerrier, je me suis entretenu avec Jean-François Joannis de la télévision communautaire Basse-Lièvre. C'est un pratiquant de karaté de l'école Karaté Kama. De longue date, de très longue date, on parle de ça beaucoup dans le podcast. On parle aussi de médias, on parle aussi de super-héros, on parle de Ninja Turtle, on parle de plein de choses. Culture populaire, arts martiaux, enseignement des arts martiaux, le rôle des médias locaux, plein de choses. Bref, super intéressant comme podcast. Si jamais vous aviez manqué ça, Jean-François m'avait reçu à son émission qui s'appelle L'Informel, qui est une émission de télé /podcast. Le lien est en description et ici. Donc, super bonne discussion qu'on avait eue précédemment. Donc, ça fait un peu suite à ça. On continue sur notre lancée. Et si jamais vous voulez supporter le podcast, vous aimez ce qu'on fait, vous voulez que ça continue, vous pouvez le faire en vous abonnant à notre Patreon, patreon.com/guerrier podcast. Il y a différents niveaux d'appui que vous pouvez choisir et ça vous donne différents avantages. Et sinon, en vous abonnant à la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. Partagez les vidéos, commentez les vidéos. Prenez le temps de laisser un petit commentaire, de juste marquer guerrier, juste marquer karaté, marquer juste bon podcast ou merci ou juste mettre un emoji. Peu importe, d'avoir des commentaires dans l'algorithme, ça nous aide à rejoindre plus de gens. Donc, c'est une façon de contribuer également. Et donc, sur ce, je vous laisse avec Jean-François. Bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Jean-François Joannis, un pratiquant de karaté de l'Outaouais que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il m'a reçu sur son émission /podcast. On pourra en reparler, qui s'appelle L'Informel. Vous irez checker ça, je vais mettre le lien en haut. Ça a été une excellente conversation, je dirais pas une entrevue parce que c'est vraiment... on va partir là-dessus, on reviendra sur toi si tu veux. Oh, ouais. Le format que vous avez choisi avec l'Informel, c'est vraiment le format du podcast, finalement. C'est pas tant une entrevue à la Radio-Canada, là. Ben non, absolument. Puis, tu sais, quand j'ai emmené l'idée, c'était ça l'idée en partant. J'ai demandé, tu sais, t'as beau faire de la télé, faut que tu innoves, faut que tu changes, faut que tu vois qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce que les gens écoutent. Puis, moi aussi, je commençais à rentrer, je commençais à être intéressé à ça, des podcasts, tout ça. Puis j'ai fait comme, pourquoi pas nous autres, dans le fond, là, on peut faire ça, on n'est pas obligé de regarder une recette traditionnelle de, tu sais, médias traditionnels. Puis d'autant plus que dans le milieu communautaire, tu sais, il faut se le dire, on n'a pas les moyens de travailler comme Radio-Canada, TVA le ferait. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une formule qui se faisait bien, ça coûte pas cher à produire. Tu vas faire beaucoup d'heures tu sais, avec 3 caméras fixes, tu sais, juste un gars dans la régie, fait que ça se faisait bien. Fait que c'était ça l'idée. La drôle d'affaire, c'est que c'était pas supposé être moi qui animais ça. À l'époque, on avait un journaliste avec nous autres qui s'appelait Mathieu Daou, qui était à TVA après, puis il me disait, quand j'en ai eu le concept en réunion d'équipe, tu sais, il me disait « Ah, je connais quelqu'un, tu sais, je pense qu'il serait bon pour faire ça, pis ça. » Puis finalement, Mathieu nous a quittés. Fait que là, on se retrouvait comme, tu sais, on essayait-tu de trouver l'ami à Mathieu, puis Mathieu puis ici, ben non, on trouve une autre façon. Fait que j'ai dit, écoute, mais moi je fais souvent des shows comme réalisateur, souvent, tu sais, puis encore là avec une petite équipe, mais tu sais, je vais setuper des caméras, puis je vais faire une entrevue off-cam, tu sais, parce que on me voit pas. Fait que je suis quand même habitué de tenir à aller une entrevue, je pourrais l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne, tu sais. Puis là, j'ai à piqûre, là, j'ai trouvé ça super le fun. Tu sais, c'est un petit peu awkward au début, je trouve, de te retrouver devant une caméra, là, parce que quand tu l'as jamais vraiment fait. Mais ce que j'ai tout de suite accroché comme le fait de recevoir des invités puis qui te racontent leurs histoires puis t'as des conversations profondes sur des sujets qui sont passionnants. Là, écoute,
moi, je pouvais pas m'arrêter. Là, c'était comme, ah non, je vais animer ça puis je veux continuer, tu vois. Puis là, ça fait 5 ans et quelque chose là, que ça roule. Là. Fait que c'est ça. Ouais, non, ça fait des entrevues. Je veux que ce soit une conversation. Je veux que ce soit au naturel puis le plus. Puis c'est peut-être le plus gros challenge que j'ai trouvé là, c'était d'être capable d'être authentique devant une caméra. Parce que nécessairement, tu sais, même quand tu parles en public, tu vas rencontrer une nouvelle personne, on a tendance à se mettre un peu une façade, tu sais, c'est comme un réflexe humain de dire, de prendre une façon de parler ou, tu sais, changer un petit peu notre attitude, tu sais, puis je me suis donné comme défi d'être le plus authentique possible, que ce soit, pour que notre conversation soit le plus fluide possible avec mes invités, puis aussi, je pense que ça l'aide, ça, à être capable d'avoir dans une entrevue, des fois, à aller plus loin dans certains sujets, tu sais. C'est pas rare que c'est arrivé qu'il y a eu du monde, tu sais, qui ont pleuré dans le studio, là, tu sais. C'est pas parce que je veux les faire broyer, c'est pas ça l'idée, là, mais tu sais, c'est juste de dire comment ils sont capables d'avoir confiance puis d'aller dans les conversations profondes, tu sais. Fait que je pense que jusqu'à date, ça fait 5 ans, là, mais je pense qu'on a quand même réussi à faire ça, puis moi, c'est ça qui me motive, comme, tu sais, d'être capable d'avoir une conversation profonde avec les gens sur différents sujets, tu sais, avec toi, c'était super le fun, tu sais, d'en apprendre davantage sur un style de karaté que je connaissais pas. Je sais qu'il y a plein de monde qui s'intéresse aux arts martiaux, fait que c'est le fun d'avoir ton parcours aussi là-dedans, tu sais, ça me permet d'avoir des super belles conversations, j'aime bien ça. Ouais, 100%. Puis, tu sais, qu'est-ce que je trouve intéressant, moi, personnellement, du format du podcast, contrairement aux entrevues traditionnelles, c'est justement la non-préparation. Ouais. Puis, au début, dans les premières années, nous autres, c'est la 5e saison, mais tu sais, on a commencé à enregistrer, on a planifié ce projet-là en décembre 2019. Okay. On a tourné nos 2 premiers pilotes, genre, dans le temps des fêtes, puis on les a sortis janvier, février... Puis là, en mars 2020, ouais. Boom! Fait que là, on dirait que tout était aligné pour qu'on puisse faire décoller ça, mais vraiment fort. Puis, tu sais, ça a fait que aussi, on avait accès à plein de monde parce que tout le monde avait du temps libre. Mais ce que je voulais dire, c'est que au début, c'est comme s'il fallait éduquer les gens à « Ouais, mais là, est-ce que je peux savoir vos questions? » Non, c'est pas une entrevue, on va jaser. C'est comme, puis souvent, il y en a plein d'invités qu'on connaît personnellement, pas tous, mais il y en a plein. Puis là, il fallait leur dire, tu sais, c'est comme quand on jase ensemble, tu sais, comme. Puis surtout les gens plus âgés, tu sais, dans les arts martiaux, souvent les grands maîtres sont forcément plus âgés. Et là, ben là, c'est de leur enlever la réticence de, ah ouais, mais là, je veux pas me tromper en disant un nom, en oubliant. OK. Premièrement, ça arrive à tout le monde, ça, de se tromper. On n'est plus à cette époque-là, on dirait, c'est de leur faire comprendre, l'auditoire est tanné des entrevues cassettes. Où ce que tu penses à ce que tu dis, tu fais attention à ton image de marque, tout est liché, tout est contrôlé, puis au final, il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce que tu dis. Tu sais, pas que tu te comptes des menteries, mais t'es pas authentique comme tu disais tantôt. Puis c'est vraiment le format idéal pour ça. D'ailleurs, en tout cas, c'était vraiment le fun avec toi, puis c'est le fun d'avoir des gens qui ont la curiosité justement d'aller chercher différents horizons d'invités, tu sais. Vous autres, vous ratissez large, vraiment, vous allez, tu sais, vraiment dans toutes les directions. Là, ça... Ouais, moi, n'importe quel sujet que je trouve, tu sais, intéressant, passionnant, je vais m'y attarder, tu sais. Là, toi, c'est en arts martiaux, puis pas longtemps avant, tu sais, j'avais une fille qui, elle vit dans le lifestyle de non-monogamie, là, tu sais, puis... Tu sais, quand tu connais pas ça, c'est intriguant, là, tu sais, que tu sois pour, contre, c'est pas important. Que ce soit pour contre tes valeurs, tu sais, à chacun ses affaires, mais comme d'entendre raconter le style de vie qu'elle vivait, tu sais, puis comment est-ce qu'elle voyait des relations personnelles, c'est intéressant, là. Puis ça vaut la peine d'en parler de toutes ces affaires-là, tu sais. Sinon, je reviens tout le temps à Marie-Pierre Montigny-Bacon, elle vient de participer à co-écrire un livre, là. Elle était en aide humanitaire, tu sais, elle voyageait à travers le monde, puis elle était dans des zones de guerre, puis des bombes ont explosé à côté d'elle, littéralement, là. Fait que quand elle te raconte ça, là, c'est comme t'as une autre vue de la vie, là. Je veux dire, c'est loin de ma réalité, tu sais. T'entends parler, mettons, aux nouvelles, là, de la guerre, ou je sais pas quoi, là, ou des conflits, ici et là. Bon, de ce temps-ci, c'est Ukraine, Russie, mettons, bon. T'en entends parler, mais tu sais pas c'est quoi. Tu le sauras probablement jamais, puis tant mieux. Mais quand t'as quelqu'un qui était là, puis qui est là, puis qui te regarde dans les yeux, puis qui te raconte comment est-ce que ça a été quand ça faisait kaboom à côté d'elle, là, wow, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai plein d'histoires de même, là. Puis ça, c'est capoté, là, ces histoires-là, là. Un autre, un des podcasts qui a pogné, puis c'est vraiment drôle, tu vas rire peut-être un peu, mais c'est un curé. C'est un des plus gros podcasts, un de ceux qu'on a plus de views, puis c'était, là, j'oublie le nom, là, j'ai pas devant moi, mais
il est curé à Ripon, puis il est super connu là-bas. Le monde l'aime bien, tu sais. Puis lui, quand il fait ses célébrations, il fait de la musique, puis il chante, puis tu sais, c'est un party, tabarouette. Ça a l'air super fun. T'as quasiment le goût d'aller à la messe pour passer un bon temps, tu sais. Fait que lui, il est là, puis il me raconte ça, tu sais, puis c'est capoté. Puis en plus, il a aidé... il était dans un programme où il aidait des criminels à se pardonner puis à rencontrer un criminel, mettons, qui a fait quelque chose de très mauvais, là, que ça peut être jusqu'au meurtre, au viol, puis ça, puis à rencontrer ses victimes pour aller chercher un pardon. Tu sais, la justice réparatrice. La justice réparatrice, exact, c'est ça. Fait que tu sais, lui, il accompagnait des gens comme ça. Fait que tu peux pas croire les histoires qui sortent de ça, là. Puis tu te dis, waouh, tu peux même pas imaginer, tu sais, que ça existait, là. Tu sais, c'est fou, là. Puis ou sinon, il accompagnait des familles sur leur lit de mort, tu sais. Ou plutôt des personnes sur leur lit de mort, puis les familles qui l'entourent, tu sais. Puis il me raconte une histoire de deux jeunes filles qui leur mère est dans un coma depuis 1 ou 2 semaines, là. Puis là, je paraphrase, là, vous pourriez écouter le podcast, savoir l'histoire exacte, là, mais tu sais, de ce que je m'en souviens, c'est à peu près ça. Ben, je me réécoute pas, hein, on s'entend, là, je fais l'entrevue et pas ça, je passe à autre chose. Mais je me souviens que c'est ça, il me dit la mère est sur le lit de mort, puis ces 2 filles sont là, puis là, il dit, bon, regarde, l'infirmière dit probablement ses derniers moments, tout ça, appelle le prêtre pour avoir les derniers sacrements, tout ça. Monsieur le prêtre, monsieur le curé arrive à la place, puis là, dans la chambre, puis là, les jeunes filles, une des jeunes filles se penche sur sa mère, puis elle dit, hey, monsieur le curé est ici. Ben, crois-le pas, la mère, elle ouvre les yeux, puis elle se réveille de son coma, puis elle fait comme, ben, je dis un coma, elle parlait plus depuis 2 semaines, c'était pas coma, là, tu sais, scientifiquement parlant, là, mais c'est ça, fait qu'elle, elle se réveille, elle fait, ah oui, enfin, tu sais, puis là, comme, elle est réveillée, puis on passait le reste de l'après-midi à jaser, elle a pu avoir une dernière conversation avec ses 2 filles, c'est soit sa dernière ou avant-dernière journée, là, avant de mourir, ou une affaire de même, tu sais, qu'elle aurait pas eu si le curé était pas venu, tu sais, pour qu'elle se réveille puis qu'il puisse avoir une dernière discussion, tu sais, avant qu'elle meure, tu sais. Il me racontait ça, là. Écoute, j'avais des frissons, man, c'est fou, là. Fait que, tu sais, quand je peux avoir des histoires comme ça, moi, je trippe ma vie, là. C'est le fun au bout, là. Puis ça, t'as pas ça, tu peux pas avoir des histoires de même, comme tu dis, dans un format, tu sais, au micro, puis j'enlève rien à Radio-Canada, mais tu comprends, je veux dire, une entrevue de 2 minutes et demie comme ça, c'est pas là que tu vas retrouver ça. C'est dans des podcasts, c'est dans une formule comme ça qui nous permet d'avoir des conversations longues, puis c'est le fun au bout, tu sais. Ouais. Puis c'est intéressant de se rendre compte que le podcast a explosé en même temps que les clips de plus en plus courts explosaient aussi sur les réseaux sociaux. C'est comme les 2 extrêmes. Ouais. Puis ça, en quelque part, c'est un peu ce qui me rassure aussi quand je m'inquiète, je regarde mon ado ou les ados en général, qu'ils ont un temps d'attention vraiment court, mais que en même temps, je vois plein d'ados qui consomment des produits culturels longs, des podcasts, qui lisent des livres, qui connaissent des trucs culturels que moi-même je connais pas, que je suis pas au courant. C'est là aussi que je me rends compte que je suis vieux. Mais c'est ça, c'est que il y a comme les 2 opposés. Puis dans le fond, quand tu regardes les réseaux sociaux et leur reel puis leur petite capsule courte, comme nous quand on zappait en télé, tu sais. Tu pouvais passer 1 heure à juste, je sais pas que je veux écouter, puis là, tu passais 1 minute sur chaque poste, puis tu zappais d'un poste à l'autre. Dans le fond, c'est le même principe, tu sais. Là, après, ben, ça peut te mener à faire, ça, c'est intéressant, tu sais. C'est souvent l'argument que quelqu'un qui consomme TikTok ou un autre me dit, tu sais, de dire, ben, moi, quand quelqu'un que je trouve intéressant, après, je vais aller voir sa chaîne YouTube, je vais aller voir le contenu qu'il crée. Fait que dans cette optique-là, c'est bon. Tu sais, c'est plus avec les enfants en bas âge que j'ai un problème, là. Ouais. Parce que eux ont pas le filtre de faire, OK, c'est assez, là, faut que je fasse d'autres choses, là. Ça devient un vortex, enfin. Oui, puis même les adultes, on est susceptibles à rentrer dans ce vortex-là, là. On s'entend. 100%. Là, oui. On n'est pas à l'abri de ça, là. Ah oui, non, 100%. Puis, tu sais, pour faire un lien avec les arts martiaux par rapport à toi, en tant qu'invité, aux autres qu'on a reçus, ce qui est intéressant, je fais un parallèle avec ton émission, c'est que, tu sais, d'un point de vue martial, il y a beaucoup de vases clos. Tu sais, il y a beaucoup de familles qui se parlent pas entre elles. Okay. Puis nous, le défi qu'on avait, qu'on voulait faire, c'était de réussir à approcher, recevoir et faire parler des gens vraiment de tous les horizons et probablement des gens, tu sais, qui n'auraient pas collaboré avec quelqu'un de notre
style, mettons, sur les tatamis, mais que là, on les reçoit en entrevue, on jase avec eux, puis là, tu fais, hey, ils sont pas cons, ce monde-là, finalement. Puis, et dans les deux sens, tu sais. Et de recevoir des gens, des fois, que tu fais des gens qui font le même style, mais des branches différentes, qui s'aiment pas mutuellement, mais on les reçoit sur le même podcast, mais juste pas en même temps, tu sais. Puis on les écoute, puis on les accueille autant, tu sais. Mais c'est pas une vieille école, c'est vraiment de dire... parce que, tu sais, moi, je pense que ce qui a amené le phénomène des arts martiaux mixtes, là, c'est plus qu'une synergie entre les styles, pis ça. J'espère, puis tu sauras me le dire, parce que moi, j'ai pas reçu j'en ai reçu, là, des gens d'arts martiaux, mais pas autant que toi. Puis j'espère que c'est quelque chose qui s'en va. On n'a pas besoin là, d'avoir une guerre de style, puis une guerre de tel art martiaux est meilleur que l'autre, puis ça, tu sais, on peut juste apprécier ce que chacun des arts martiaux a apporté, tu sais. Puis c'est pas vrai que que ce soit, tu sais, même aller dans le tai chi, il y a des bénéfices là-dedans, là, veut dire, puis ça partit d'un art martial de combat officiellement, là, mais c'est pas, tu sais, c'est plus que, c'est pas. Un gars qui fait du tai chi n'aura pas la robustesse d'un gars qui fait de la boxe, on s'entend, mais c'est pas grave. C'est pas le même objectif, c'est pas le même contexte, c'est pas le même, c'est pas les mêmes buts. Fait que dans le fond, c'est sûr que si ton but c'est de faire du combat dans une cage, ben tu trouves ça useless parce que si tu t'arrêtes au premier degré. Mais il y a plein de gens qui sont combattants puis qui voient le deuxième, troisième niveau de profondeur des arts martiaux traditionnels. Mais là où ce que, tu sais, on en avait jasé un peu ensemble, là où ce que je pense qu'il y a un problème en ce moment, ben pas un problème, mais peut-être un biais qui se forme, c'est que là maintenant il y a des écoles qui enseignent directement le style MMA. Fait que, alors que le MMA c'est un mix de styles, tu sais. Fait que c'est un mix de styles qui vise à être utilisé dans un contexte X. Fait que tu peux pas même ça clamer que c'est la meilleure affaire puis que c'est le bout de tout parce que encore là ça dépend du contexte, ça dépend de ton objectif, ça dépend, tu sais, puis c'est ça l'affaire. Puis des fois j'ai des invités qui me répondaient, tu sais, mettons quelqu'un qui fait du sabre traditionnel japonais, là, du kenjutsu. Puis là tu lui dis, tu sais quelqu'un qui te dit ouais mais ça sert à rien, tu sais, ce que tu fais, tu pourras pas te défendre avec ton sabre, tu sais, puis il a raison légalement, tu peux pas te trimballer avec ton katana dans la rue. Partant de là, pourquoi tu fais ça? Ben, il y a des invités qui m'ont dit parce que c'est le fun. Ben oui, c'est sûr. Mais déjà ça, c'est ça qui est le pire. C'est qu'il faut penser au fait que n'importe quel art martial que tu fais, là, peu importe c'est quel style, n'importe quel c'est quoi, n'importe quoi, que ce soit n'importe quoi, t'as une base quelque part. Fait que je suis sûr que le gars qui fait qui se bat avec son katana dans ses cours, là, ben il sait c'est quoi un taisabaki, puis il sait c'est quoi s'enlever dans le chemin quand quelqu'un l'attaque, tu sais, ne serait-ce que ça. Peut-être qu'il pourra éviter un coup à un moment donné si quelque chose y arrive, tu sais. Il y a toujours une base quelque part qui peut te servir. Non, tu pourras pas aller dans un ring puis te battre contre un gars d'MMA, mais c'est pas grave, ça. T'as déjà quelque chose pour apprendre un peu à te défendre, tu sais. Ouais, ben les notions de gestion de l'espace, de déplacement, de distance. Ça sert tout, là. Ben oui, puis le maniement d'armes, c'est une des principales raisons pourquoi on le transmet encore. C'est que, tu sais, l'arme, elle amplifie tes défauts et tes qualités. Fait que si t'es pas bien aligné, si t'es un peu trop à gauche, un peu trop à droite, ça apparaît encore plus. Donc, ou si tu frappes trop fort alors que tu devrais être relâché, si t'es trop tendu, t'es trop crispé, OK? Ben, l'arme, elle l'amplifie, ça. Fait que tu vas fesser trop fort pour rien puis tu vas te le faire dire. Alors que tu devrais être détendu pour exploser au bon moment, tu sais. Ouais. Mais regarde, ça, c'est une notion. La notion d'explosion, quand tu donnes un coup, c'est dans tout, là. Dans tous les arts martiaux, t'as ça, là. À la boxe, là, tu veux exploser dans ton coup, là. Il y en a qui ont le défaut d'être pesants dans leur poing, là, mais c'est pas ça qui donne les plus gros dommages, c'est l'explosion, tu sais. Fait que c'est partout, là. Fait que ça, ça revient à mon point de dire que c'est pas vrai que dans un art martial qui est inutile. Ils sont tous en quelque part, comme tu dis, ne serait-ce que pour le plaisir. Mais même dans une situation, si tu devais rencontrer une situation où ce que tu es obligé de te défendre, t'as quelque chose, tu sais, t'as des réflexes dans ton corps qui existent, t'as l'habileté d'être en forme si t'as besoin de te sauver, nomme-les, là. Il y a quelque chose, c'est mieux que tu fasses, t'es mieux de faire n'importe quel art martial, peu importe, que de rien faire pendant ça, c'est pour sûr. Toutes sortes de raisons, tu sais. C'est sûr, Un sport en général, là, on s'est déjà là, mais en arts martiaux, tu sais, c'est fou les bénéfices que tu vas retirer, là. Ouais. 100%. Puis, on parle d'arts martiaux. Toi, Jean-François, les arts martiaux, le karaté ou un autre art, c'est quoi la première chose que tu as rencontrée? Puis, c'est arrivé quand, à quel moment
dans ton parcours de vie? Puis je trouve ça drôle un peu parce que ton podcast s'appelle Entretien avec un guerrier. Je me sens pas guerrier pour Saint-Saëns là, parce que je fais du karaté. Moi, je vois les guerriers comme étant justement ceux qui sont dans une cage puis qui se battent pour de vrai. Mais encore là, c'est vrai que faire un combat de karaté, même si c'est du point fighting, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Bon, la dernière compétition que je viens de faire, c'était contact au corps. Je veux dire, un contact au corps, c'est un contact au corps. Puis j'ai mangé des coups de pied dans un parti, puis c'était pas le fun. Puis regarde, j'ai connu de l'adversité, pareil, tu sais. Mais tout ça pour dire, ouais, j'ai commencé, c'est mon frère moi qui avait commencé du karaté avec Germain Bisson à l'époque, Karaté Kama, puis moi j'avais 11 ans, fait que puis il m'a dit tu vas venir essayer ça, tu sais. Puis j'étais comme, puis là je venais d'arrêter de jouer au hockey, puis là je cherchais quelque chose à faire. Puis dans ce temps-là, c'était une petite école, là, c'était peut-être, je sais pas, une 10-12 élèves dans des gymnases, là, encore, là, ça commençait dans les gymnases. Ça fait combien de temps ça? C'est en quelle année? Attends un peu là. Je suis né en 78 puis j'avais 11 ans, fait que ça veut dire 90. 89? OK. Ouais, 90. 89, t'as raison, ouais, 89. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça fait longtemps. Mais c'est ça, fait que ça a commencé dans les gymnases comme ça, puis c'était différent, là, regarde, parce que j'ai arrêté quand j'ai eu ma première... non, c'est-tu quand j'ai eu ma fille que j'ai arrêté? Je pense que oui. En tout cas, non, c'est pas vrai. J'ai arrêté avant, c'est pas vrai. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. J'ai arrêté pour aller faire du football. Puis dans ce temps-là, il n'y en avait pas local. T'avais pas ça, du football dans les écoles. Là. Fait que j'étais allé jouer au civil à Ottawa. Là. Fait que j'avais pas le temps de faire autre chose. Fait que j'étais allé jouer au football. Pour ça, je suis revenu comme adulte jusqu'à temps que j'ai ma fille. Puis après ça, quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté. Puis j'ai repris plus tard après la naissance de mon deuxième. Fait que c'est un parcours un peu choppé comme ça. Mais pourquoi je raconte ça, c'est parce que c'est juste pour dire comment est-ce que j'ai vu comme différentes époques de comment ça se passait dans les écoles, puis je sais pas, ça fait combien de temps encore tu pratiques? Moi, j'ai une décennie. Fait que j'étais un jeune vieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, mais à cette époque-là, je te dirais que c'était encore plus traditionnel que le traditionnel d'aujourd'hui, du moins en tout cas dans notre style, où est-ce que ça prenait beaucoup plus de temps de passer d'une ceinture à l'autre. Ouais, entre autres. Beaucoup plus. Ouais, ben il y avait comme un peu, je pense, un genre de feeling ou un genre de pensée plutôt que tu devais, tu sais, prouver que tu voulais vraiment être là. Du moins, je me souviens que Sensei le disait spécifiquement pour ta ceinture verte. Là. C'était comme un petit peu un genre de milestone, dire que si tu te rends ta ceinture verte, tu es en train tu vas me prouver que tu as le goût de faire du karaté, que t'es pas là juste pour parce que tes parents te disent d'aller au cours. T'sais. Fait que ça prenait du temps un petit peu à apprendre à monter de ceinture, tu sais. Puis il y avait pas non plus aujourd'hui la mode, c'est de donner des petites barres, tu sais. Ils vont donner des petites barres pour encourager les enfants à dire regarde, ça progresse, tu sais, ça s'améliore, tu sais. Puis t'avais un mini examen pour la barre, tout ça, là, où ils font ça aujourd'hui, mais dans le temps, t'avais rien de ça. Là. Mais c'est drôle parce que traditionnellement, puis là, je suis sûr que je t'apprends rien, mais t'avais pas de ceinture graduée de couleur, tu pratiquais. Puis à un moment donné, un jour, il te donnait une ceinture noire. Tu sais, puis là, c'est là, on disait que, ben là, à cette heure, c'est là que tu commences à faire de la karaté, là, tu sais. pour parler en bon québécois, là, mais c'était comme, t'avais pas de grade, puis c'était comme, OK, ben tu vas commencer par, tu sais, le fameux film Karate Kid, là, ça vient pas de rien, là, l'idée de le faire travailler Daniel Larousseau, là, à frotter des gugus, c'est ça que tu faisais, là. Tu rentrais dans un dojo, tu nettoyais, puis tu ramassais les affaires, puis à un moment donné, quand ça faisait bien des années que tu faisais ça, tu prouvais, OK, mais c'est vrai que je veux faire du karaté parce que je suis encore en train de laver le plancher. Puis là, ben, il dit, OK, ben, tu vas commencer à pratiquer un peu avec nous autres. Puis là, tu pratiquais, puis à un moment donné, tu devenais de plus en plus meilleur. Puis à un moment donné, tu étais un vrai karatéka, il te donnait ta ceinture. Puis c'était une ceinture noire, c'était juste ça, tu sais. Fait que je pense qu'il essayait de préserver un petit peu ça, l'idée de faut que tu prouves que tu veux vraiment faire pour... la persévérance, ouais, c'est ça. Montrer une certaine persévérance, puis dire, OK, ben, tu sais, là, tu mérites ta ceinture. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait à travers toutes ces années-là, je suis juste à ceinture brune. Je devrais, normalement, depuis le temps que je fais du karaté, je devrais être ceinture noire, là. Mais c'est toute une question de temps, puis de temps que je suis capable de mettre là-dedans, puis c'est ça, mais ça va venir. Là. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'ancienne époque, parce que, tu sais, justement, pour avoir eu beaucoup d'invités qui l'ont vécu en même temps que toi, cette époque-là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est perdu de cette époque-là, qui était valable. Ouais, mais ça revient...
Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui devaient se perdre. Tu sais, j'ai entendu des histoires genre de professeurs qui faisaient courir les enfants dans la neige comme punition dehors dans le parking. Hey man, tu fais ça à mon enfant, man, tu vas m'entendre crier. Là. Tu sais, il y a des affaires, il y a des contextes pour chaque chose. Comme, que je pense qu'il y avait des gens qui abusaient de ce pouvoir d'autorité-là. De cette espèce de mentalité de, tu sais, le sensei a toujours raison. Oh, ouais, puis moi j'en ai entendu des histoires de sensei, il te frappait, puis tu saignais, puis t'avais mal, puis tu sais, il fallait que tu prouves que t'étais capable d'en prendre, tu sais. Ouais, il y avait effectivement ça, fallait que ça tombe. T'as bien raison, ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, puis exemple, tu sais, je pense qu'on idéalise aussi beaucoup, tu sais, les vieilles méthodes d'entraînement japonaises, tu sais, comme le de renforcement du corps, entre autres. Tu sais, les fameux, ils fesses dans un arbre pendant des heures jusqu'à temps que les jointures... Ouais, mais ces messieurs-là, là, aujourd'hui, là, allons les voir. Il doit y en avoir une couple qui font du Parkinson puis qui ont de l'arthrite, puis... Tu sais, parce qu'il n'y avait pas la science non plus qu'on a aujourd'hui sur la préservation du corps. Fait qu'il y a plein d'affaires qui sont valables puis qu'il faut maintenir puis préserver de renforcement progressif du corps puis tout ça. Mais il y a aussi plein de choses qui amochaient le corps à long terme, mais qu'eux n'étaient pas conscients ou que s'en foutaient parce qu'ils étaient comme... Si t'es en mode survie pis t'es un vrai guerrier samouraï du Japon médiéval, le futur, ça existe pas. T'es juste en train d'assurer ta survie au jour le jour, tu sais. Ouais. Fait que c'est un autre contexte, t'sais. Ben ouais, définitivement. Puis t'as raison, aujourd'hui, on le voit là, avec les fighters d'aujourd'hui. Moi, je pense à Matthews, là, il a mangé trop de tapes sur sa gueule, là. Je m'excuse le langage, mais il y a des problèmes, là, il y a des problèmes mentaux qui sont sérieux, puis t'as beau avoir fait le tough dans le gym, puis tu peux te dire tu peux manger des coups, mais là on sait aujourd'hui que tu peux pas prendre tant de coups sur la tête à un moment donné. T'as une limite que l'humain peut atteindre, puis c'est juste normal, tu sais. Mais la mentalité d'être le tough puis d'être indestructible, tu sais, j'ai un petit peu l'impression que n'importe qui rentre sérieusement dans les arts martiaux, il y a un petit peu ce feeling-là, où il recherche un peu ce feeling-là, d'être indestructible, tu sais. Puis on a tout eu aussi nos idéoles, tu sais. Dans le temps, il y a eu Bruce Lee, toi puis moi, on a dû connaître Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, tu sais, ils ont l'air invincibles, puis c'est correct, c'est cool, ça fait un certain modèle pour t'inspirer, mais la réalité, ça, c'était des films, tu sais. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que t'en prendras pas 15 gars dans un gym comme Bruce Lee faisait, là. Je veux dire, ça se peut pas, là. Fait que c'est ça, il faut un petit peu déconstruire, je pense, cette philosophie-là, de dire non, t'as des limites, c'est important de les respecter, ton corps, il a besoin de repos, puis quand il en a besoin, faut que tu l'écoutes, puis faut que tu le prennes, tu sais. Là où ça devient difficile, c'est parce qu'il faut que tu jongles OK, j'ai besoin de repos, mais je veux pas devenir paresseux non plus, tu sais, parce que la paresse, là, moi, je l'entends tous les jours. Ça veut dire, OK, arrête-toi, là, tu sais, faut t'arrêter, t'es fatigué ou whatever, là, puis faut que tu sois capable de comprendre, OK, c'est quelle voix qui me parle. C'est-tu vraiment mon corps qui est dû pour me relaxer? Ben non, c'est comme, tu sais, ma tête qui veut être paresseuse, ou c'est j'ai trop de stress aujourd'hui, puis c'est de l'anxiété qui parle, ou tu sais, fait que c'est pas évident, ça. Non, 100%. Tu sais, il y a aussi, tu sais, là, c'est ça, je m'en allais à l'autre opposé, où ce que je constate que la jeune génération, puis là, quand je parle de jeune, je parle âge de CPE, on en avait parlé un peu avec toi, j'ai l'impression qu'ils abandonnent plus facilement. Ils se découragent plus vite. Puis t'as toute une génération de parents que, tu sais, t'en as fait un mois et demi, t'aimes plus ça, OK, on va t'enlever puis on va aller faire autre chose. Mais la vérité, c'est pas qu'ils aiment plus ça, c'est que ça commence à être difficile. Puis là, ils se découragent, ils trouvent ça plate parce qu'ils se sentent pas bon. Alors que s'ils laissent le temps, puis tu laisses le temps au professeur de faire son travail, éventuellement, ça va te débloquer. Puis là, en devenant bon, tout le monde, on est tous faits comme ça. Quand tu t'améliores dans quelque chose, tu l'apprécies plus. Ouais, c'est sûr. Tu te sens plus compétent. Donc, c'est sûr que l'espèce de mentalité de faire « je le sors, je l'envoie ailleurs », il va recommencer ça dans l'autre affaire. Tu sais, ça va être un pattern, puis tu le vois. Je le vois en CPE, les enfants, tu sais, qui me disent « je suis pas capable, après 3 tentatives de quelque chose. C'est tout un travail de déconstruire cette mentalité-là parce que c'est comme dans l'air du temps aussi de zapper. Ouais. Quand quelque chose fait plus l'affaire, on jette puis on passe à autre chose. T'sais. Ouais, puis c'est dans l'air du temps aussi comme parent, on veut toujours aider notre enfant, puis plutôt que de le laisser lui trouver ses solutions. Ouais. Puis ça, je m'intéresse beaucoup à l'éducation. Là, j'ai vu, j'ai écouté
des éducatrices spécialisées en parler. J'ai lu là-dessus, puis tu sais, je suis loin d'être un professionnel pour en parler, là, mais reste que je peux le voir, tu sais, comment est-ce que... Puis même moi, comme parent, souvent, je vais avoir tendance, puis ma blonde, des fois, elle m'accroche, puis elle dit non, laisse-la essayer par elle-même, tu sais, en parlant de ma petite de 3 ans. C'est un réflexe normal, on veut comme tout aider notre enfant, mais en quelque part, faut qu'ils connaissent l'adversité, faut qu'ils soient capables eux autres de trouver des solutions, puis de comprendre que des fois, ça des choses qui marchent pas, puis c'est difficile, puis c'est correct. Mais faut que tu accompagnes ton enfant là-dedans pour rassurer et dire, regarde, je vais toujours être là pour t'aider, mais tu sais, pour qu'il comprenne que tu es toujours là pour l'aider, mais qu'il y a des choses que ça vaut la peine qu'elle essaye, tu sais. Fait que là, ben, je dis elle parce que là, je pense à ma fille, mais que notre enfant essaye. Fait que, mais de naviguer ça encore là, de trouver l'équilibre là-dedans, c'est pas facile comme parent. Puis, tu sais, il y a eu tellement d'articles là-dessus sur l'enfant roi, puis comment est-ce que, tu sais, on veut tellement pas que nos enfants y aient mal, puis qu'ils se fassent, tu sais, là, il y en a qui font des jokes jusqu'au casque de bicycle, puis tout ça, tu sais, il y avait des memes là-dessus, là, ah, moi, in my days, tu sais, we were riding on a bike with no helmet, mais oui, mais c'était peut-être pas sécuritaire, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, par exemple, dans le sens que, oui, on a tendance, tu sais, je n'ai vu des parents là, qui voudraient mettre leur enfant dans Watt, là, tu sais, puis mais c'est pas ça, la vie c'est pas ça, tu sais. Fait que non, c'est pas facile à naviguer, mais encore là, les arts martiaux, c'est ça te permet de rentrer là-dedans dans un encadrement où est-ce que tu vas être obligé de vivre des défis qui seront pas nécessairement faciles, puis tu sais, comme tu l'as vu, je suis sûr, puis je l'ai vu, moi, encore, à la dernière compétition que je suis allé, des enfants qui sortent de la compétition, puis ils broient leur vie, ça n'a pas bien été, tout ça. C'est normal. Tout le monde va vivre ça dans leur vie, puis pas juste une fois, tu sais. Fait que c'est un apprentissage qu'il faut faire. Puis de la même façon que l'enfant, que ça va super bien, qui est talentueux, puis il gagne tout le temps, quand il va frapper sa première défaite, là, il va peut-être être adulte, ado, ou tu sais, puis il va trouver ça rough en tabarouette, là. Mais il faut que tu passes à travers ça, faut que tu les vives, ces défaites-là. Il n'y a pas personne qui a été champion dans la vie sans passer par une défaite, ça n'existe pas, ça. Tu sais, même si présentement, il est dans UFC, puis il a 16 victoires d'affilée, aucune défaite, là, mais il a mangé des coups là avant, puis il a perdu des combats dans d'autres ligues, puis il a perdu dans le gym, tu sais. C'est comme ça, tu sais, puis c'est ça, bâtir ça, c'est pas évident, mais il faut que tu sois bien accompagné. Moi, je pense que c'est ça la clé, parce que si ton coach il est là puis qui est pas capable de te ramasser puis de t'encourager là-dedans dans des fêtes, ou si ton parent est trop sur ta tête parce que ça a pas bien été ou whatever, ou à l'inverse fait comme OK, ben regarde, ça a pas bien été, on arrête ça, ben non, c'est pas nécessairement la meilleure des solutions, tu sais. Mais il y a toutes sortes de facteurs aussi de la façon que les enfants vont réagir là-dedans, autant que ce soit parce que tu sais, il y a toutes sortes de défis là. Ça peut être tes habiletés athlétiques. Ça peut être ta santé mentale comme enfant. Tu sais, toi, si t'es un enfant qui est plus anxieux pis tout ça, c'est sûr que tu vas trouver ça plus difficile d'aller en avant d'un groupe puis présenter un kata, là. Ou que ce soit l'anxiété sociale, tu sais, l'intégration en société, c'est pas toujours facile. Surtout les jeunes, tu sais, ils en parlent partout comme ne veut pas, l'interaction sociale est plus difficile à cause du temps que les autres ils socialisent en ligne. Quand tu viens qu'à socialiser en personne, ça peut être difficile. Fait que tu sais, pour un enfant, des fois, ça peut être un défi juste de se rendre au dojo à chaque jour, tu sais, puis de faire face au regard de d'autres jeunes, tu sais, puis au groupe, ouais. Fait qu'il y a toutes sortes de défis là-dedans, mais la beauté de la chose, c'est que tu fais de l'exposition à ces défis-là, puis tu finis par te bâtir les habiletés pour être capable de fonctionner puis de performer même dans des situations difficiles. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est ce que j'ai l'impression que le traditionnel amène, que si tu fais juste une pratique sportive, tu n'iras pas chercher, dans le sens que on travaille pas juste à renforcer le corps, mais on essaye humblement, je pense, de renforcer l'esprit aussi, de partir des forces de chacun, puis de l'amener à dépasser ça, à sortir de ses limites personnelles pour aller plus loin. Tu sais, puis par rapport à ce que tu disais, les gens qui abandonnent en compétition quand ça devient dur, il y a une pensée que j'aime beaucoup là-dessus qui dit le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. C'est ça souvent, tu sais, l'élève qui a comme un talent naturel puis qui est super bon, là, puis qui gagne dans sa première saison en compé, il gagne tout le temps. Première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième. Là, à un moment donné, il change de division. Là, whoop, il est comme le plus jeune de sa division, puis là, ouais, là, c'est plus le fun. Hein. Je gagne plus, ils sont meilleurs que moi. Ils sont pas meilleurs que toi, ils ont 1 an et demi plus vieux d'expérience. Fait que donc, il faut que tu continues de travailler. Si tu abandonnes à ce stade-là, là, c'est juste...
c'est correct, la compétition, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ça, en passant, c'est bien correct avec moi, ça, il y a aucun problème. Faut que tu l'essayes pour le savoir. Si fondamentalement, ça te rend pas heureux, c'est une chose. Mais si t'aimes ça, mais que ta seule raison d'arrêter, c'est que, là, je gagne plus, ben ça, c'est un moment donné dans ton processus, c'est normal, tu sais. C'est pas une ligne droite, c'est comme, tu vas gagner, un moment donné, t'as un plateau, là, faut que tu travailles plus fort pour aller à l'autre plateau, c'est normal, là. Ouais. Ouais, tout à fait, puis c'est... Encore là, je ramène ça à l'accompagnement, parce que connaître la défaite tout seul, tu sais, si t'as pas d'amis, si t'as pas un coach qui te supporte dans tes défis, t'as pas... C'est extrêmement difficile, je pense. Extrêmement difficile. Fait que, tu sais, comme moi, comme parent, c'est ce que j'essaie de me donner comme rôle, tu sais, c'est d'accompagner quand c'est des temps difficiles, puis en même temps d'avoir une philosophie, c'est ça, pas lâcher, tu sais, c'est pas le réflexe facile d'un enfant, c'est ça que ça va être aussi, là, tu sais, comme lâcher, c'est une libération de stress, tu sais, t'as plein de tous ces mauvais feelings là que tu pourrais mettre de côté, tu sais, mais la réalité, là, moi je pense en tout cas, c'est que ça va te rattraper plus tard, tu sais, que ce soit dans un autre contexte où tu vas rencontrer des difficultés ou tu vas t'en vouloir d'avoir quitté plus tard. Tandis que si au moins tu aurais essayé puis t'as donné tout ce que tu pouvais, tu vas pouvoir dire, ben Colin, j'ai donné tout ce que je pouvais, tu sais, puis ça a donné X, Y, Z comme résultat, mais je suis fier de moi, peu importe le résultat. C'est ça, faut que tu aies le sentiment d'être allé au bout de ce que tu voulais faire. Ouais. Si t'as arrêté avant de te rendre au bout, c'est là où je vois un problème. Oui. Comme tu dis, si tu fais, hey, je l'ai fait, tu sais, moi, mettons, je voulais faire une compé pour voir ce que c'était, j'ai vraiment pas aimé le feeling, c'est correct si tu te pas. Au pire, tu te réessayeras une autre fois. Mais si tu fais comme, là, je commence à moins performer, j'aime plus ça, ben là, ça veut dire que tu le faisais pour les mauvaises raisons, tu le faisais pour la gratification au lieu de le faire pour l'amélioration de toi-même, finalement, d'améliorer tes propres performances. Ça devrait être... Ouais, mais ça, c'est tough aussi, surtout quand t'es ado, t'as l'ego au plafond, là, fait que quand t'es acclamé pour ta victoire, là, veux pas, là, t'es rempli de bonnes émotions, là, t'as envie de revivre ça, là, tu sais, fait que, c'est sûr que c'est pas les bonnes raisons, mais en même temps, même moi comme adulte, je trouve ça difficile de mettre ça de côté, là. Tu sais, moi, j'ai 46 ans, là, tu sais, puis bon, j'ai fait une compétition l'année passée, puis une compétition cette année, hein. Puis l'année passée, je me souviens que mon mindset était super, je m'en vais vivre une expérience, ça va être super trippant, puis je tripais d'être là, j'étais super content, je me souviens, j'étais là, dans mon réchauffement avant d'aller compétitionner, j'étais comme, wow, c'est cool, ça fait longtemps que je venais ici, tu sais, puis c'était l'Open de Montréal, fait que j'étais comme, wow, c'est cool, tu sais, puis là, il y a une autre compétition cette année, puis c'était genre, c'est une compétition à l'intérieur de notre style. Puis là, mon feeling qui m'habitait, c'était comme, j'ai eu mon trip l'année passée, puis comme, je me chante plus, tu sais, pas sûr si ça me tente, pis ça. Puis là, j'ai réalisé que ma dernière compétition, ça a super bien été, puis là, j'ai fait comme, tiens, ça me tente pas de recompétitionner, puis ça allait mal. Puis là, pour la première fois, j'avais un feeling de, tu sais, c'était mon ego qui prenait le dessus, c'est comme, je veux pas perdre. Dernière fois, j'ai gagné, il fallait que je perde, puis il fallait vraiment que je travaille fort à mon mental, puis dire à mon ego, non, tu t'en vas là, tu vas juste avoir du fun, peu importe, c'est pas grave. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure attitude à avoir. Tu sais, quand tu regardes dans n'importe quelle compétition professionnelle, là, souvent, là, c'est pas tout le temps, mais souvent, celui qui a l'air d'avoir le plus de fun dans la cage ou dans le ring, là, c'est souvent lui pour qui ça va bien, tu sais, c'est lui qui va gagner, tu sais. Mais puis de toute façon, quand tu as cette attitude-là, où ce que tu dis, hey, je vais aller triper, je vais avoir du fun, j'aime ça, moi, le karaté, ou j'aime ça, la boxe, ou peu importe, ben si tu as cette mentalité-là, tu peux pas sortir perdant. T'sais. Au pire, tu n'auras pas gagné ton match, mais tu vas avoir vécu l'expérience de ton training, tu vas avoir vécu l'expérience de t'améliorer, tu vas avoir vécu l'expérience de ta compétition, puis à la limite, tu vas avoir eu l'expérience d'une autre victoire ou d'une autre défaite, puis c'est correct, c'est une expérience. T'sais. Puis, je voulais aborder quelque chose avec toi, vu que t'as eu toujours le même professeur. Tu sais, t'es parti, t'es revenu, mais t'es toujours retourné à la même place. Qu'est-ce qui t'a accroché initialement, si tu t'en rappelles? Puis, qu'est-ce qui t'a aussi gardé là, tu sais, au fil du temps? Qu'est-ce que t'apprécies? Qu'est-ce qui est venu te chercher plus, tu sais? C'est drôle, je me suis jamais vraiment posé la question, fait que faut que je réfléchisse, honnêtement. Je pense qu'en part... définitivement, ça doit être parce que c'est la passion de Germain, tu sais, qui est vraiment palpable, puis il est bon pour transmettre sa passion. Tu sais, il en mange du karaté, là, il vient d'avoir... je pense que tu vas recevoir probablement à ton podcast, puis il va pas t'en parler, mais tu sais, il vient de recevoir sa 9e dame, si je me trompe pas, c'est 9e.
Fait que le titre de Hanshi aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas peu dire, là, tu sais, faut t'en manger du karaté pour te rendre là, tu sais, on s'entend, là. Puis, petite anecdote, là, je sais pas si vous écoutez ça, puis il y en aura peut-être pas, je raconte ça, mais, tu sais, quand je te dis qu'il en mange, je me souviens, on faisait des camps d'été quand j'étais jeune, puis on allait à Val-des-Bois, puis bon, c'était comme, c'était 2 jours, là, on faisait que du karaté du matin au soir, tu sais, puis avec des petites activités à travers ça, puis un lac, là, puis tout ça, puis on se baigne, puis patata. Mais on dort tous dans le même dortoir, tu sais. Puis littéralement, là, pendant la nuit, là, je me faisais réveiller parce que j'entendais mon prof faire des kiaïs pendant qu'il rêvait. Puis je te jure, je te le dis, man. Fait que j'étais comme, OK, lui, là, il tripe tellement karaté qu'il en rêve le soir, là, tu sais. Puis c'était ça, là, j'exagère pas, là. Puis moi, j'ai le sommeil léger, fait que, tu sais, ça me réveillait à chaque fois, tu sais. Puis ça m'a marqué, mais c'est ça. C'est un passionné. Puis quand t'es passionné, puis t'es capable de transmettre ta passion, ben c'est là que tu gagnes ton monde, puis que le monde va rester avec toi, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Une belle attitude aussi avec les jeunes, tu sais. Les jeunes, je pense qu'ils se développent bien dans le milieu du karaté. Mais tu sais, je pense aussi, tu sais, veux pas dans la liste de Gatineau, là, on n'a pas énormément d'options. C'était comme pas mal la place pour aller faire du karaté, là, avant que vous autres arriviez, dans le fond, là, je pense pas. Non, à ton époque, il devait pas avoir grand-chose. Effectivement, c'est la plus ancienne, en tout cas, qui est encore là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, puis ça leur a permis de bâtir une bonne réputation aussi, là, tu sais, quand ils ont réussi à passer à travers la pandémie, puis après la pandémie, tu sais, ils ont recyclé ces groupes, mais il y a quand même des bons groupes encore, tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est pour tout ça, puis aussi, tu sais, là-bas, il y a pas... c'est plus vrai, là, je trouve, en tant qu'adulte, puis je le sentais peut-être pas quand j'étais jeune, mais comme adulte, je peux définitivement dire qu'il y a une camaraderie, puis ils voient ça... C'est des valeurs comme familiales, là, dans le fond, là, on va dire. C'est cliché un peu, là, mais tu sais, c'est comme une grosse famille, mais c'est très vrai. Puis, tu vas au dojo, tu te sens bien là, avec les gens entourés. Il n'y a pas... il y a pas de compétition, le but c'est jamais d'être meilleur que l'autre, puis au contraire, c'est plus que t'es talentueux, plus que t'es avancé dans le fond dans ta progression du karaté, ben plus que t'es là pour servir les autres qui ont besoin de monter dans le fond. Germain dit toujours, il dit le but c'est que les meilleurs tirent les autres vers le haut et non pas que les autres ouais. Fait que tu sais c'est tout ça, je pense que j'ai voulu rester là, mais reste que, comme adulte, je suis super curieux comme d'essayer toutes sortes d'affaires. Tu sais, moi, j'ai un chum qui fait du jiu-jitsu, tu sais, ben 2 fois il est venu chez nous, je dis « Hey, on fait du jiu-jitsu, man, faut que tu me montes, tu sais. » Fait que là, je trippe au bout. Fait que, tu sais, j'en ferais probablement, tu sais, s'il y avait une école proche, tu sais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, j'aime ça, explorer ça, puis moi, je trouve ça fascinant. Tu sais, l'art de combattre, je trouve ça fascinant, tu sais. Fait que j'aime ça en entendre de toutes sortes de personnes, puis de voir c'est quoi. Tu sais, moi, j'aimerais ça. J'irais dans ton dojo, puis tu disais tantôt, là, tu peux pas aller dans le monde mixe pas, là. Moi, j'irais dans ton dojo j'aimerais ça fighter avec toi ou avec un de tes gars, tu sais, pour voir comment est-ce que c'est votre style, juste pour le filer, puis tu sais, je suis très prêt, là. Fait que tu sais, j'ai pas la mentalité de non, mon style puis mon école c'est la meilleure. Non, chacun a ses forces, ses faiblesses, puis c'est parfait comme ça. Puis j'aime ça en voir de toutes sortes, puis je garde faire du jiu-jitsu avec mon ami, c'était super le fun, là. On a fait ça, tu sais, 1 heure et quelques, tu sais, puis j'ai pu voir c'était quoi, parce que je le regarde depuis des années, tu sais, dans un combat de MMA, puis là, j'ai fait comme, wow, ok, c'est ça le feeling, ok, là, je comprends, parce que là, t'es moins critique quand tu vois les gars fighter après, quand t'as connu c'était quoi, là. J'ai été vraiment, là, j'étais sur le cul de voir à quel point, ben, littéralement, j'étais sur le cul, parce qu'il faisait ce qu'il voulait avec moi, là. Mais de voir comment est-ce que, tu sais, juste la garde quand il est au sol puis qu'il me tient, comment est-ce qu'il peut me contrôler, ça me faisait capoter, là, j'en revenais pas, là. C'est comme, il y a de la force dans les jambes, tu sais, puis pas tant, oui, il est fort, mais c'est beaucoup la technique puis la façon de l'appliquer, comme ça fait que, tu sais, j'aimerais ça au bout d'en apprendre là-dessus, là. Pas parce que je veux être fort ou meilleur ou compétitionner, mais juste le feeling puis d'apprendre puis de développer quelque chose de nouveau, là. J'aimerais ça au bout, là. Ouais, 100%. Ah ben. Mais il y en a pas, c'est ça, ici à Buckingham, c'est ça, je pense qu'il y a vous autres, le Karatekama, puis mais là j'ai vu une école de Kung Fu, je pense, j'ai vu quelque chose de Kung Fu, dans le coin de comme en bas de... C'est à Angers? Non, mais c'est comme pas loin du secteur où il y a le métro, puis l'Épine, puis tout ça, il y a comme une place de bowling dans ce coin-là, j'ai vu ça. Oui. Mais il y en a un autre aussi à Angers, aussi sur chemin de Montréal, aussi, Kung Fu. Ouais.
Ouais. Bon, mais c'est ça. Mais j'ai vu celui à Angers récemment. Ouais. Puis là, quand tu m'as raconté ça, je fais ben oui, c'est vrai, j'ai vu ça Kung Fu. Là. C'est là que l'école de lutte, la GPW, est installée aussi, je pense, à côté. OK. Ouais. Non, mais c'est ça, Kung tu vois. Fu, puis du Kung Fu, je connais rien du Kung Fu. Ben, je connais rien, c'est pas vrai. Je connais le Kung Fu à cause de Bruce Lee. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que je parlais avec Julien Leblanc, qui, lui, est chez Patnaud. Puis chez Patnaud, donc, la base, c'est le Kung Fu. Ils ont commencé avec le Kung Fu. Puis là, je suis comme... Puis même, Julien Leblanc, quand il se bat, ça dit, quand ça dit son style, c'est he's a Kung Fu fighter. Mm. Fait que là, j'étais comme, du Kung Fu, really? Ouais. Personne n'a pensé que, à la base, le Kung Fu, c'est justement un art martial qu'on dit qu'il peut pas vraiment s'appliquer dans du combat de rue ou du vrai combat, c'est du Kung Fu. Mais il y a de quoi encore là dans le Kung Fu que tu peux retirer, ça a l'air. Parce que, Ah oui, 100%. je sais pas si t'as déjà vu les gars de Patnaud se battre, là, oui. mais moi, je regardais juste Patrick Marcil, un petit vidéo qui faisait du sac, là, puis tente pas de tenir son sac. Non, exactement. Puis j'en ai un de mes élèves chez nous qui a une longue expérience en Kung Fu, puis là, il est venu parce qu'il veut apprendre le Kenpo. Puis je te confirme qu'il sait se battre. Des fois, c'est juste les règles sont un peu différentes. Exemple, t'as le droit à des low kicks, t'as le droit à des affaires que, mettons, dans le point de fight, on n'a pas le droit. Mais dans le point de fight, on veut utiliser nos jambes, tu sais, plus hautes, tu sais, il y a des règles. Fait que, bref. Fait que c'est juste s'adapter, mais comme on disait tantôt, toute la notion, l'expérience de bouger, bloquer, counter, il a ça. Fait qu'après, c'est juste d'apprendre les règles, puis ça, c'est pas long, tu sais. Fait que travailler. Moi, je veux savoir, ils donnent ça encore, dans les écoles de Kung Fu, ils font ça encore des coups de poing avec le poing de main? Le one-inch punch, là, c'est encore travaillé dans plusieurs écoles. Mais... Ouais. Tu sais, nous autres, on s'attend qu'on tourne le poing de même. Ouais. Mais on est comme ça. Puis au Kung Fu, je sais que Bruce Lee, tu voyais souvent faire des coups de poing de même. Puis en ninjutsu aussi, ils vont, tu sais, mettons, nous autres en Kenpo, le thrust punch, je vais te le mettre de côté, se fait légèrement incliné avec les deux jointures ici, tandis qu'en ninjutsu, je vais avoir mon poing droit de même. Ah, OK. Fait que, parce que je pratique les deux, mais le ninjutsu, c'est plus récent. Puis c'est ça, fait que ça, tu vois, c'était une adaptation. Puis les deux ont des bonnes explications du pourquoi, du comment, tu sais. Fait que comme, après, ben, c'est à toi de t'adapter. De toute façon, tu sais, règle générale, mettons, quand on parle d'autodéfense, à peu près tout le monde, grand maître de tout style confondu que j'ai entendu, disent tout le temps, quand tu fais des frappes au visage en mode autodéfense, t'es pas en combat avec des gants, là, garde la main ouverte, frappe la main ouverte, tu sais. Parce que des jointures sur un crâne, là, ça fait mal, là. Tu vas te blesser, tandis que main ouverte, tu sais, tu peux travailler beaucoup de choses. Fait que c'est ça. Bref, encore là, il peut y avoir quelqu'un qui va s'obstiner avec moi dans les commentaires, mais c'est juste de dire comme que peu importe le style que tu fais, tu sais, souvent ils vont dire le contraire de l'autre, mais ils peuvent avoir une raison qui a du sens dans le contexte d'où ça vient, ce style-là. Fait qu'après ça, tu prends ce qu'il y a de bon pour toi, puis ça va nourrir exemple, ton art principal, on va dire, ou, tu sais, ce qui est mon cas. Moi, c'est ça. Je voulais comme aller chercher ailleurs d'autres choses pour nourrir mon enseignement et aussi travailler certains aspects personnels. Puis je sentais que cet art-là travaillait beaucoup ces aspects-là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment moi. Puis, tu sais, moi, aller me rouler à terre, ça me tentait pas. C'était comme ça m'attirait pas. Mais les aspects que le ninjutsu travaille, c'est venu tout de suite me chercher. Fait que, tu sais, c'est, comme on disait avec toi la dernière fois, à l'autre entrevue, je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Il faut juste que tu saches, mettons, qu'est-ce que tu cherches. Puis là, quand tu sais ce que tu cherches, ben, quand tu vas parler à des gens qui connaissent ça, ils peuvent t'orienter. Ah, ben, moi, j'irais plus faire telle affaire ou va essayer tel truc parce que, tu sais, le karaté, après ça, je pense que ça dépend beaucoup plus du professeur. Parce que, tu sais, karaté versus karaté, là, tu vas apprendre des choses très similaires d'un à l'autre avec des nuances de gris, là, on va appeler, disons ça de même. Tu sais, comme nous, on a l'enseignement des armes dans le cursus, il y a des écoles que c'est séparé du cursus de karaté, puis c'est du kobudo, puis ça reste du kobudo chez nous aussi, mais c'est comme intégré dans les ceintures puis dans l'avancement. Fait que après ça, ben, selon ce que tu cherches, il y a des gens pour qui les armes, ça leur parle pas. Il y a des gens que les écoles plus axées combat, ça leur parlera pas parce qu'ils sont comme, c'est pas ça que je veux faire pantoute. Fait que faut que tu saches ce que tu veux, tu sais. Absolument. Ouais. Puis mais tu sais, on parlait d'arts martiaux. Oui, qu'est-ce que t'allais dire? Quand tu parles tu sais, qu'il y a des arts martiaux qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, puis tu sais,
on dirait que ce qui est populaire un peu là, c'est de rire de Steven Seagal, tu sais, qui est en Aikido. Mais moi, je n'ai vu là, du monde faire du Aikido pour de vrai, puis c'est pas vrai que c'est pas utile. Là. Il enseigne en technique policière, c'est pas pour rien. Là. Des armées, puis des saisies, puis des dégagements, là, ça fonctionne en tabarouette. OK, lui, ça a l'air particulier son affaire, là. Mais peu importe ce qu'on en pense, tu sais, il reste que... Moi, je l'ai vu, puis sûrement que t'en as vu toi aussi, mais du Aikido, ça a ses bienfaits aussi, tu sais. Puis je trouve ça un peu plate quand ça devient populaire de rire de quelqu'un, tu sais. Peu importe comment ce qu'il est, oui, il est rendu gros, là, Steven Seagal, puis il a l'air drôle, comment est-ce qu'il s'habille, pis ça, mais peu importe, là, t'as pas besoin de te caler, là, pour ça va pas te remonter, de un, puis de deux, non, si tu l'as, regarder une vidéo puis juger, c'est facile. Si tu l'as pas vécu, la technique, tu l'as pas subi, là, ça se pourrait très bien qu'il te mette à genoux, Steven Seagal, avec ses techniques. C'est même fort probable. Fort probable. Tu sais, puis j'ai vu Jesse Enkamp, on parlait de lui l'autre fois, puis il est allé là. Il est allé le voir, puis il avait pas l'air de faker sa douleur pantoute. Là. Il avait pas l'air d'avoir de fun pantoute. Fait c'est... Mais même Lyoto Machida, il avait dit que, je sais pas si t'as suivi les MMA moindrement, là, mais son fameux, c'était un des premiers front kick qui a knocké out qui a un knockout dans UFC. Puis c'était Lyoto Machida contre je vais oublier son nom. Randy Couture. Donc Lyoto Machida contre Randy Couture, je pense que c'est le dernier combat de Randy Couture, je me trompe pas. Puis il dit dans le ring après, c'est Steven Seagal qui a montré comment faire ce coup de pied-là. Je suis comme, ah ouais, ok, je trouve ça drôle, mais tu sais, I guess que le gars, il connaît des choses. Il en connaît quand même, là. Puis ça, c'était un méchant knockout. Si tu l'as jamais vu, là, cherche ça, là, Lyoto Machida versus Randy Couture, là. Mais c'est littéralement le coup de pied de Karate Kid. C'est ça que ça a l'air. À la fin, là, le crane kick, là, no can defend, là, c'est ça que ça a l'air. Puis, regarde, il place ça direct sur la mâchoire, il perd une dent, puis il revole sur le derrière, puis c'est fini. Fait que, tu sais, encore là, c'est pour dire que tu peux retrouver tellement plein d'affaires dans différents styles, puis de différentes personnes. C'est pas vrai que c'est un clown. Tu sais, c'est parce que aussi, exemple, si on parle de l'aïkido, nous, on a reçu 2 fois sur le podcast Léo Tamaki, un gros gars d'aïkido au niveau mondial. C'est un Français... moitié français, moitié japonais. Et il est vraiment sérieux dans sa pratique, hyper en shape. Et lui, justement, son école, le Kishinkai, retourne aux sources martiales de l'aïkido. Puis lui-même le dit que, tu sais, il y a eu un certain problème peut-être de pédagogie de certaines écoles par rapport à comment expliquer l'aïkido, qui faisait que quand tu regardais des trucs sur Internet ou quoi que ce soit, ça avait l'air d'une danse. Puis certains styles d'aïkido, c'est un peu télégraphié, c'est tu sais, c'est pas dans un but martial. Fait que comme y a ça. Fait qu'après, quand tu regardes aussi, mettons, des écoles de karaté, on pourrait faire la même chose. Tu sais, regarder un cours d'enfant 7 ans et moins, puis là, tu fais, l'enfant, il fait puis là, le gars d'MMA, il fait, c'est que ça sert à rien de faire ça. Ouais, ben, t'as pas compris l'idée derrière ça. 2, ben, on parle de cours d'enfant, c'est pas le même but. Puis c'est quoi l'objectif que tu recherches? Qu'est-ce que ça va leur apporter, la pratique des coups répétés, par exemple, des blocs répétés, puis tout ça. C'est ça. Fait que, tu sais, on pourrait faire ça avec n'importe quel art. Tu sais, trouver une école d'MMA qui est pas super bonne, super sharp, que le prof est un peu tout croche, puis que les vidéos, tu fais « ça a pas l'air super bon ». Puis là, dire que à partir de ça, dire que le MMA est pas bon, ça serait ridicule, tu sais. Fait que ça s'applique à tout. Tu vas en trouver partout dans notre Ben oui, c'est ça. Puis si on revient à ta carrière professionnelle, comment parce que tu disais que tu étais réalisateur plus, moi, fun fact, j'ai étudié en cinéma au cégep, puis après ça, je me suis ramassé à travailler 2 ans pour la télé communautaire des Bois-Francs, la TVCBF. Puis j'ai été monteur, caméraman là pendant 2 ans, tu sais, à 19 ans. Le salaire de l'époque, aujourd'hui, les gens feraient comme « tu pouvais vivre avec ça? » Ben oui, ça fait 23 ans de ça. Mais, tu sais, puis j'ai adoré ça. Puis c'est cette expérience-là de travail qui m'a permis de rentrer à l'université avec expérience au bac en com. Parce que j'avais pas fini mon deck dans le cinéma. Il me manquait comme 1 ou 2 cours. Mais la TVC, pour moi, ça a été une école, ouais, littéralement,
du milieu des médias, d'apprentissage, de montage. Premièrement, si je sais faire du montage aujourd'hui, c'est 100% grâce à eux. Parce que j'ai été engagé au même moment qu'ils achetaient un Mac puis Final Cut, genre. Ils se mettaient là-dessus pour le montage. Je viens juste de vider mon vieux Mac que j'avais Final Cut comme en fin de semaine passée. C'est fou, hein? Puis à ce jour, je dis que c'est la meilleure suite de montage que j'ai jamais eu Final Cut. Ben, c'est ça. Puis, j'ai adoré ça. À l'époque, dans la régie, il y avait encore les grosses Betacam là, pour enregistrer ce qui se faisait studio. Mais quand ils sortaient, ils utilisaient des mini DV, format qui est plus tant utilisé aujourd'hui, ou pas du tout même. Qui utilisaient des mini DV qui étaient comme les premières affaires numériques HD. Puis là, après ça, on amenait ça, puis on transférait ça sur l'ordi, puis je montais. Puis ça m'a carrément appris le métier. Puis tu sais, les télés communautaires jouent un rôle localement vraiment crucial. Puis j'aimerais ça que tu expliques un peu c'est quoi votre mandat, parce que je pense qu'il y a des gens qui voient ça un peu... tu sais, c'est un peu... dans la culture populaire, là, ça va être un peu quétaine. Puis tu sais, François Pérusse a fait des sketchs de télé communautaire puis de radio communautaire. Puis tu sais, que j'adore ces sketchs. Ils sont malades. Puis si tu te réfères à la télé communautaire de quand moi j'étais petit, dans les sketchs de Pérusse, il y a beaucoup de vrai, là. Tu sais, la télé communautaire des années 80. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Tu sais, Louis-Paul Fafard-Allard qui anime à radio. Puis tout, là, il y en avait des Louis-Paul Fafard-Allard. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec la multiplication des plateformes et le fait que des plateformes médias sont contrôlées par les GAFAM, puis tu sais, puis on l'a vu, Facebook peut décider de couper le jus à tous les médias canadiens sur sa plateforme, puis ça coupe beaucoup de visibilité. Fait que là, ben, ça devient encore plus important que les gens localement s'approprient les médias. Mais c'est quoi votre mandat, puis c'est quoi vos moyens, c'est quoi comme... Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? C'est quoi que vous devez couvrir? Puis comment vous pouvez le couvrir? T'sais? Ben là, dans la dernière année, honnêtement, ça a changé là, parce que on n'est pas... on est comme les autres. Là, veut dire, on a moins de moyens. Là, fait qu'il a fallu revoir notre façon de travailler puis refaire notre programmation différemment. Ce qui est correct, en quelque part, parce que ça nous permet un peu d'explorer des nouvelles avenues qu'auparavant, on n'aurait peut-être pas explorées. Parce que depuis toujours, je trouve que, je le répète, puis je le disais hier, j'en parlais avec mes parents, parce qu'il y a eu les élections à la ville de Gatineau, où est-ce que Maude Marquis-Bissonnette elle a gagné au poste de maire, de mairesse, ouais. Puis elle me disait comment ça fait, vous n'avez pas couvert ça? Mais je dis, pourquoi qu'on l'aurait couvert? Je dis, où est-ce que tu as entendu la nouvelle? Ben, Radio-Canada. Je dis, ben oui, parfait. Sinon, TVA, t'es là, t'avais une autre option. Je dis, nous autres, on n'est pas capable de compétitionner avec eux autres. On n'est pas capable de faire ce que les autres font. Ça sert à rien d'essayer, de toute façon. Ben, tu sais, si t'avais le choix, toi, d'écouter les élections, l'autre fois, tu l'aurais pris quelque part, parce qu'ils sont en direct, ils sont capables de te dire la réponse tout de suite. Tu sais, c'est quoi le résultat, quand ça arrive. Nous autres, présentement, on est deux qui font le job. Littéralement. On a une administratrice, puis on est deux sur le plancher qui fait autant de la technique que de l'animation à cette heure. Finalement, on a deux gars polyvalents qui font de tout. Fut une époque où on était 4 ou 5, là. Fait qu'on s'entend qu'il faut faire différemment, là. Mais notre mandat est pour répondre à ta question, notre mandat est officiellement, là, puis là, je paraphrase notre ligne, là, c'est de produire et diffuser des émissions à valeur culturelle, sportive et d'information qui reflètent la communauté. Là. C'est à peu près ça. Mais reste que, tu sais, tu l'as vécu, c'est pas facile d'être... Tu peux pas être partout tout le temps. À la star, en plus, Buckingham, on est Gatineau. Il faut couvrir un peu un plus grand... une plus grande région. Fait que, tu sais, nécessairement, avec les moyens qu'on a, oui, on est capable de remplir notre mandat dans certaines sphères, mais on n'est pas capable de tout faire, tu sais. Puis, ça a toujours été, là, honnêtement, là. Mais, tu sais, c'est peut-être... Je veux pas dire pire que pire, là, parce que je trouve pas que c'est pire, je trouve que c'est juste différent. Mais c'est ça, fait que c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, on le fait à travers différentes émissions. Une qui est vraiment qui est 2 émissions à chaque semaine. Donc, mon collègue Sylvain Caron va recevoir des invités pour parler d'actualité. Donc, c'est des sujets d'actualité. Moi, est-ce que puis ça ressemble
Il reçoit les gens dans un studio qui ressemble un peu à un studio de radio, si tu veux, c'est une radio podcast avec caméra, tu sais. Puis, bon, il y a des plus courts entretiens que ce que moi je fais à l'informel, mais il parle de sujets d'actualité, puis, bon, 2 fois semaine. Moi, à l'informel, je vais me concentrer sur des sujets qui sont à plus long terme, c'est-à-dire qui sont de plus longue durée, puis je vais aller chercher des choses qui sont un peu plus intemporelles. Donc, moi, je fais pas d'actualité, je fais pas de politique. À moins qu'il il peut y avoir un sujet qui est plus d'actualité qui va passer à travers moi, parce que le sujet est d'adon, là, parce qu'on parle d'un sujet X, Y, puis là, bon, on va parler un petit peu d'actualité, mais c'est pas le but premier. Fait que ça, c'est nos 2 grosses émissions. À travers ça aussi, on va enregistrer au cours de l'été, puis au printemps, on essaie de se trouver des temps pour faire ce que j'appelle un peu des émissions un peu plus bonbons, est-ce qu'on va mettre plus de temps à la production pour donner des produits plus léchés, pour attirer une autre clientèle, puis aussi, tu sais, un peu, je vais être bien honnête, là, quand j'ai commencé certaines émissions, j'ai dit, moi, c'est pas vrai qu'on va rester dans le cliché de Louis-Paul Fafaranard, parce que c'est tout, tu sais, ça a l'air juste de ça, la télévision communautaire. Non, je vais faire une émission de qualité, tu sais. Fait que on a produit à travers les années plusieurs émissions qui étaient vraiment de qualité. Je pense à Stéphanie Découvre l'Outaouais, que ma collègue Jeanne-Sophie à l'époque faisait avec Stéphanie Salomon. Moi, c'était vraiment au niveau technique, là, tu pourrais à peu près pas le discerner, mais tu peux pas le discerner d'un autre réseau, là, dans le fond, là. En tout cas, du moins, à moins que tu sois, là-dedans, là, tu peux voir des choses peut-être, mais à bien des égards, c'était extrêmement professionnel. Puis là, on a développé, quand ça s'est terminé, j'avais lancé l'idée de faire dans l'atelier, parce qu'on rencontre des artistes de la région, puis on s'en va visiter leurs ateliers, puis comment ils travaillent et tout ça. Puis on a eu beaucoup de beaux commentaires sur cette émission-là, mais c'est une émission léchée. Fait que quand on fait une émission comme ça, on peut pas en faire une série de 15 puis 20. D'une part, c'est difficile de trouver les gens pour participer à l'émission, puis deuxièmement, ça demande énormément de temps de production, pas le choix. Fait qu'on a fait des plus courtes séries à ce moment-là. Fait que là, on a fait, l'année passée, je pense j'en ai fait 4, puis on s'enligne pour en faire 4 autres cette année. Fait que c'est plus court comme série, mais quand même, ça nous permet de faire de quoi qui est plus fun au niveau créatif, puis aussi qui permet d'avoir un autre produit pour les auditeurs, parce qu'il y a un produit plus léché, et ça rentre directement dans notre mandat, où est-ce qu'on peut faire découvrir aux gens de l'Outaouais des artistes de la région. Là, on a fait quelque chose de nouveau pour cette année. On a dit, on va faire, on voulait s'amuser un peu, puis d'offrir quelque chose de différent. Puis aussi, tu sais, j'appelle ça un peu nos productions bonbons. Ça, c'est ces productions-là où est-ce que on ouvre la porte à quelque chose qui est un petit peu à l'extérieur de notre mandat. Mais en même temps, ça nous permet aux gens qui ne connaissent pas de nous découvrir, tu sais, puis aussi de découvrir autre chose qui est dans la région que peut-être ne connaissaient pas. Puis là, on a 2 choses qui ont été diffusées au cours de l'année puis qui vont se produire aussi au cours de l'été. On a eu la lutte GPW, qu'on couvre les événements de la lutte GPW, on fait pas un live, mais un live to tape avec l'animation puis tout ça, puis c'est une grosse production, puis ça me permet d'aller chercher un autre auditoire, tu sais. Mais tu sais, on s'entend, la lutte, c'est de l'entertainment, fait que tu sais, c'est pas nécessairement cadré dans qu'est-ce qui est notre mandat, mais ça nous permet comme je dis, d'aller chercher d'autres gens qui ne connaissaient pas, puis ils vont pouvoir découvrir justement ce qu'on fait à la TVC. Puis encore plus à l'extérieur de notre mandat, là, on a enregistré 6 épisodes, mais on va en enregistrer 3 autres, puis ils sont en train de les diffuser présentement. C'est Génération Gaming. On a vraiment du fun à faire. On s'assoit puis on joue des jeux vidéo Génération X contre Génération Z. Fait que je fais ça avec mon gars, puis mon collègue et ami Sylvain Caron qui va être modérateur là-dedans. Fait que moi, je présente un jeu de ma Génération X. Fait qu'on regarde tous les classiques de Mario Bros, Sonic, Double Dragon, Golden Axe, ces affaires-là. Puis lui, mon gars lui présente un jeu qui est plus de son époque. Fait que là, lui, on parle de Roblox, on parle de Minecraft, on parle de Grand Theft Auto pis ces affaires-là. Fait que là, puis là, on présente un peu nos jeux, on compétitionne quand on peut compétitionner, parce qu'il y a des jeux qui a matière à ça. Puis là, on regarde, tu sais, qu'est-ce que la génération Z pense des jeux de la génération X, puis qu'est-ce que la génération X pense des jeux de la génération Z. Fait qu'on a super du fun à faire ça. J'espère que le monde va apprécier. Puis tu sais, j'aimerais ça que ça se développe un peu pour que, tu sais, on puisse avoir des conversations aussi en ligne après, tu sais, puis voir que, tu sais, triper un peu avec les gens qui aiment les jeux vidéo. Allez-vous la mettre sur Twitch, celle-là? Parce que c'est pas mal la plateforme. Sais-tu, sais-tu, j'y ai même pas pensé. Moi, écoute, ça, c'est une autre affaire.
moi, venant de la génération, parce que c'était on faisait du montage tape sur tape, là. Tu sais, rendu dans les médias sociaux, là, c'est comme loin, mais justement, l'informel, ça m'a permis de commencer à m'ouvrir au monde, tu sais, podcasts, médias sociaux. Puis là, ben, dans le gaming, encore plus, là, puis là, je suis là-dedans, là, présentement, là. Fait que c'est comme, moi, je connaissais rien d'Instagram, donc là, j'étais avec ma fille, là, comme, OK, comment est-ce qu'on fait telle affaire? Comment est-ce qu'on fait ça, tu sais? Fait que j'étais en train de développer Instagram, on est TikTok, Instagram, et puis YouTube, on a notre chaîne là, pour Génération Gaming. Puis effectivement, Twitch, t'as raison, Switch, ça serait une maudite... Twitch ou Switch? Twitch. Ben, parce que quand l'émission passe, admettons, tu pourrais la diffuser live sur Twitch en même temps, puis là, le monde, tu sais, peuvent commenter, puis tout ça. Okay. Twitch, c'est vraiment beaucoup de trucs de gamers. Pas seulement, mais... ouais, je l'ai vu passer, puis c'est niaiseux, j'ai même pas pensé. Ouais. Fait que, moi, mais tu vois... Ça aussi, c'est aussi, à un moment donné, tu sais, le temps te manque, là, tu sais, en tant que podcast, il y a plein d'affaires que j'aimerais faire sur notre chaîne YouTube pour la développer encore plus. Pendant la pandémie, évidemment, j'avais plein de temps pour faire plein de podcasts, puis être full actif, puis faire des vidéos bonus de critiques de livres, de ci, de ça. Là, je travaille, là. La vie a recommencé, j'ai plus ce temps-là. J'aimerais ça. Mais j'avais juste ça à faire, lire des livres, puis comme les reviews, fait que je faisais du contenu, puis ça alimentait ma chaîne. Fait que je comprends que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas penser à tout, là. C'est fou, là. C'est ça. Tu faisais de la critique de films aussi? Oui, ben, écoute, tu sais, moi puis mon partner avec qui j'ai fondé le podcast, on est des gros fans de Batman. Puis, pour nous, c'est le ninja ultime, c'est le combattant ultime. Ah oui. Fait que, dans le fond, quand il y a eu Zack Snyder Justice League, qui était, pour moi, le plus grand de tous, ben là, on l'a review, on l'a écouté. Puis on l'a review. Après ça, on a review de Batman avec Pattinson aussi. J'ai même fait un avec mon gars, un peu comme toi, où ce qu'on avait écouté Batman vs Tortue Ninja en dessin animé. Ah oui. Fait que ça, j'ai review ça. Puis là, tu vois, mon gars, il tripe musique. Fait que là, on parlait peut-être de faire un podcast. Là, lui, il est pas trop à l'aise à faire sa vidéo, mais peut-être un podcast audio de un peu votre modèle, mais nous autres, c'était genre la bataille des albums de génération. Genre, lui, il me présente un artiste de sa génération, puis il m'explique pourquoi c'est le bout de la merde, puis moi, j'explique l'autre. Puis, tu sais, on discute, parce que, en tout cas... Ben, j'avais eu l'idée, j'ai vu justement des vidéos, là, genre, c'est juste des reactions, tu sais, c'est le père avec sa fille qui écoute une toune de Dépêche Mode, mettons, tu sais, moi, c'est mon band, là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est populaire, puis c'est le fun. Je trouve ça intéressant de voir, tu sais, comment est-ce que les jeunes voient, tu sais, ce que nous autres on nous a fait triper, puis comment est-ce que nous autres on voit ce qui les fait triper, puis ça a toujours été un sujet, tu sais, tout le monde dit ça. Moi, à mon époque c'était ci, à mon époque c'était ça. J'aurais aimé ça, me faire ça avec mes parents, puis découvrir les Beatles, puis ABBA, puis tu sais, non, c'est cool. Non, puis Zack Snyder's Justice League, là, écoute. Là, on se rejoint là-dessus. Écoute, j'ai le box set, là, je suis pas chez nous, mais moi, j'ai la bande sonore en vinyle. J'ai acheté le Collector's Edition en vinyle. T'as comme un vinyle par membre de la Justice League avec un cover pour chaque disque. En tout cas, il m'a coûté comme 200, le box set. Ah ouais, il était fou dans la tête. Mais puis quand j'ai fait faire des tatous pour mes enfants, c'était un travail de 4 heures. Fait que là, le gars, il dit, veux-tu que je te mette de quoi sur l'écran? C'est le logo de Nightwing, mais avec le nom de mes gars. C'était un 4 heures, ça, les deux ensemble. Fait que j'ai dit, j'ai le film parfait. Fait que là, j'étais couché sur la table, j'écoutais Justice League en me faisant tatouer des logos de Batman. Fait que bref. Mais c'est mon seul objet que j'ai dans mon bureau. Wow, c'est la Batmobile de Justice League, de Hot Wheels. Mais j'ai ma tuque souvent que le monde va me voir à l'informel, j'apporte souvent le Zack Snyder's Justice League, puis j'ai le hoodie de Zack Snyder's Justice League quand en fait ça servait pour une levée de fonds là, pour la santé mentale, pour la prévention du suicide, la santé mentale, à cause de sa fille. Une prévention du suicide. Écoute, je partirai pas sur tout ce qui entoure cette série de films là. Mais pour moi, c'est un gâchis monumental. Pas parce que les 3 films qui sont associés ensemble sont mauvais, au contraire, mais parce que tout le business qu'il y a eu autour là, a fait planter ça, alors que ça aurait pu être l'affaire la plus épique de tous les temps. Mais non, mais on peut en parler. Moi, ça va me faire plaisir. C'est genre l'idée que Zack Snyder avait, son plan, c'est ni plus ni moins que l'histoire du jeu Injustice. Là, tu sais, ceux qui connaissent le jeu Injustice, c'est exactement ça. C'est Superman qui devient fou, il devient méchant, puis il s'allie avec Darkseid. C'est exactement ça qu'il voulait faire, l'arc. Puis là, Superman qui a un enfant, Lois Lane qui meurt. Ça aurait été
malade mental. Ah, oui. Puis là, quand ils ont sorti Zack Snyder Justice League, puis je l'ai écouté, j'ai fini, j'ai fait... Là, Warner Brothers, ils ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent la suite. Ben, moi, tout dans ma tête. Impossible qu'ils nous laissent comme ça, puis ils rebootent tout, puis ils donnent ça à un gars de Marvel. Moi, j'ai décroché. Ouais. Moi, James Gunn, tout ce qu'il a aussi. fait, à part le Gardien de la Galaxie, tout le reste, je trouve que c'est de la grosse boîte. Son Suicide Squad, j'étais allé voir au cinéma, je suis sorti, j'étais comme, c'est dégueulasse. Écoute, puis il donne les clés du studio à ce gars-là, alors que Marvel puis DC, ça devrait être deux mondes complètement séparés. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même affaire. Puis c'est ça qui m'a fait capoter de cette période de temps-là quand t'as fait le review. Puis c'est de penser. C'est ça qui était le problème. Là. Puis moi non plus, je veux pas t'écœurer avec ça. Puis m'éterniser ton podcast. Non, c'est bien cool. Y a pas de problème. Parce qu'on en parle. Ouais, ok. Parce qu'on en parle. C'est de penser que. Puis tout le monde a dit, ok, DC perd parce qu'il faisait pas l'argent de Marvel. Mais faut qu'on. Mais depuis quand qu'un film qui fait 800 millions BVS, 800 millions. Oh, c'est un gros flop. 800 millions, mais c'est parce qu'il voulait qu'il atteigne le milliard comme Marvel, tu sais. C'est un flop. Voyons donc, un film de 800 millions, c'est un flop. Ouais. C'est dérisoire de penser ça. Surtout quand tes personnages sont dark, sont plus greedy, puis comme ça vise pas la même clientèle. Ça a toujours été le branding. Non, ça a été toujours le branding. Tous les films de Warner Brothers qui ont pogné là, depuis Batman en 89, ça a été ça. Ça a été dark, puis moody, puis tout ça. Puis regarde, The Batman, c'était dark, puis ça a pogné, là, tu sais. Mais il est pas aussi bon, d'autres. Moi, pour vrai, si tu me demandes, mettons, de faire un palmarès, pour moi, les meilleurs films de super-héros de tous les temps, c'est la trilogie de Nolan. Et ça reste ça, malgré Justice League. La trilogie de Nolan, elle est parfaite. En tant que film, c'est des chefs-d'œuvre. Puis pour moi, ils sont pas séparables, même si c'est juste le deuxième qui a eu un Oscar d'interprétation. Les trois sont extraordinaires, pour des raisons différentes. Mais si tu me demandes, mettons, qui est le meilleur Batman en termes de... Il incarne le personnage tel qu'on le voit dans notre tête ou quand on joue au jeu à la trilogie Arkham et tout ça. Pour moi, c'est... Le Ultimate, c'est Ben Affleck. Il est parfait. C'est un casting parfait. Il est gros, mais en même temps, il a la gueule de Bruce Wayne. En tant que Batman, il faisait peur. Pas comme Pattinson, qui est zéro épeurant. Il a genre ma shape, tu sais. Comme... il a l'air d'un gars de pyjama. Fait que... Alors que Batman de Ben Affleck, c'est ça qui était hot. C'est comme... Il était comme viré dark, puis tu sais, agressif, violent, puis... T'sais, les gens ont pas aimé ça, puis le Superman, c'était la même critique, alors qu'il y a tout un arc de rédemption au travers les trois films. C'était extraordinaire. Pour moi, Henry Cavill, c'est la raison pourquoi je me suis mis à aimer Superman. Je détestais ça avant, ce personnage-là. Je suis sorti de Man of Steel, j'ai fait, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. C'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, c'est Christopher Nolan qui a écrit le scénario, ce qui explique aussi beaucoup pourquoi le scénario est aussi bon, là, tu sais. C'est Nolan c'est lui qui aurait dû avoir les clés de DC Studios, c'est pas ou Zack Snyder, tu sais, donnez-y les clés, laissez-le faire sa vision, puis dans 10-15 ans quand il aura fini, vous donnerez ça à quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, c'est Nolan est allé chercher Snyder puis qui l'a suggéré parce qu'ils ont demandé à Nolan avant en premier pour faire un Superman après le succès de Dark Knight Trilogy. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est sa Batmobile, lui. Je trouvais que c'était trop intense. Ouais, mais... J'étais pas un gros fan. J'aimais mieux que ce que Snyder a fait, ça faisait plus Batman, mais dans le contexte de l'univers Nolan où c'est supposé être la vraie vie, c'était l'affaire la plus réaliste. Je suis... Parce que, tu sais, n'importe quel autre char qui a l'air d'une chauve-souris, tu fais... Il peut pas avoir fait fabriquer ça quelque part, puis personne fait le lien que c'est Batman, genre. Alors que là, c'est un tank, t'as commandé des pièces, tu l'assembles toi-même, puis c'est un tank, fait comme... Non, c'était vraiment tout était c'était parfait cette trilogie-là. Puis tu sais, Bane pour moi c'est comme un terroriste, c'est comme tout était vraiment excellent, puis fitait dans le monde réel. Mais pour moi, Zack Snyder Justice League en termes de film de super-héros, il est parfait. Comme oui, il est long, oui Snyder il a comme ses tics de réalisateur, tu sais, mais si t'aimes pas ce qu'il fait, ben slow motion. Si t'aimes pas ce qu'il fait, écoute-le pas. Tu sais. Je veux dire, si t'es fan, c'est ça l'affaire, lui, c'est que c'est soit le monde l'haïsse, soit le monde l'adore. Puis tu sais, j'aime pas tous ces films, là, ceci dit, mais 300 pour moi, c'est excellent. Watchmen, c'est excellent. BVS, Man of Steel, puis le Justice League, c'est tous des excellents films pour moi. Oui, il a fait des films moins bons, c'est pas Christopher Nolan, mais pour faire des films adaptés de quelque chose, c'est le meilleur gars. Il est capable de reproduire
un carré de bande dessinée comme si il prenait vie, genre, tu sais. C'est vraiment ça. Puis il y a des shots dans BVS qui sont des copier-coller cinématographiques de shots de BD, comme tu fais, Ben, ça vient de Frank Miller, de Dark Knight. Il y a plein de shots, c'est exactement ça. C'est un vrai fan, ça, il a mélangé de Death book, of Superman, il a mélangé Injustice, toute la storyline d'Injustice. Puis tout aussi à quel point BVS puis Man of Steel, la fin du premier et le début du deuxième s'emboîtaient. Puis il reproduisait la même scène, mais avec un angle du point de vue de Bruce. Écoute, c'était du génie pendant 20 minutes. Là, tu comprends pourquoi il est en crise après lui, pourquoi il veut le détruire, parce que crime, il vient de voir une tour avec 5000 de ses employés s'écrouler devant lui, genre. C'est sûr que lui, dans sa tête de gars qui a combattu le crime toute sa vie, il fait « Faut que je détruise cette personne-là. C'est un danger. » Tu sais, c'est tout... C'est super bien pensé. Puis le pire, c'est qu'il adressait une critique de Man of Steel qui disait « Ah, moi, si Superman ferait ça, puis il mettrait en danger la vie de tout le monde comme ça, ben, tu sais, premièrement, c'est la première fois qu'il se bat contre... Il n'y a pas vraiment eu de choix. Puis deuxièmement, tu sais, ils ont comme adressé ça, puis ils ont pris justement cette situation-là pour expliquer comment est-ce que Bruce Wayne se sentait. C'est super bien pensé, honnêtement. Puis même la critique de dire, mais tu sais, c'est niaiseux que Superman se fasse battre par Batman. Ouais, mais Superman, c'est un gars qui a grandi dans le Kansas, qui a fait des job-in. C'est pas un guerrier, là. Bruce, là, il a passé sa vie à se battre, puis à planifier des plans. C'est un guerrier, là, redoutable. Fait que c'est sûr qu'avec de la planification, il plante. Pas de planif, on est d'accord. Il se fait planter. Mais avec de la planif, pas n'importe qui, parce que c'est justement un putain de génie. C'est un stratège, tandis que l'autre, c'est juste un... Tu sais, il a jamais fait de boxe, il a jamais... Tu sais, Bruce, à tous les niveaux, il surpasse. Là, tu lui donnes... Justement, c'est là que quand il va chercher la kryptonite pour l'affaiblir, tu fais « C'est fini. » Tu sais, puis la face qu'il fait quand il bloque son coup, puis il fait « Oh shit, ça va pas bien. » Écoute, tout était... En tout cas... Ah, tu me donnes le goût de l'écouter. Mais c'est tellement vrai que dans n'importe quelle adaptation, ou pas adaptation, mais n'importe quelle BD ou n'importe quel Batman que tu vas voir, là, il domine tout le temps. Je veux dire, il est pas... à part quand il s'est fait casser le dos par Bane. C'était du génie, ça, tu sais. C'était du génie. Puis moi, j'avais lu le roman de ça qui s'appelle Nightfall, que c'est ça l'histoire. C'est Bane qui pète le dos, puis la rédemption est plus longue, là, évidemment, dans un livre. Mais tout ça est intéressant de faire comme la raison pourquoi tu réussis pas, c'est parce que t'as peur, parce que t'as quelque chose à perdre. Genre, si t'as rien à perdre, tu vas le faire parce que t'auras pas peur. Tu sais, comme tout... Écoute, cet arc-là de personnage, encore là, je reviens à Nolan, mais l'arc de personnage, de développement de personnage est extraordinaire. Puis en tout cas. Mais l'erreur, je pense, moi, qu'elle a été que c'est ça, on disait tantôt là, 800 quelques millions de dollars, c'était pas un succès. Puis ils voulaient trop compétitionner avec Marvel, mais faut comprendre une affaire. Moi, j'ai étudié en cinéma aussi. Là. Puis je suis au cinéma depuis l'âge de 14 ans, là, que je suis comme... pas juste la façon de faire les films, puis aussi tout ce qui entoure le phénomène social d'un film, ça m'intrigue beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Puis quand tu regardes, dans le fond, le produit Marvel, c'est un produit familial. Fait que toute la génération X, justement, là, qui ont des petits-enfants comme c'est là, puis qui ont trippé sur Captain America jeune, puis qui ont trippé sur Hulk ou Avengers, bon... Ben, les autres, là, ils prenaient toute la famille pour aller au cinéma, là. Ça en fait des billets à vendre. Puis là, quand tu regardes Batman, Superman, où est-ce que c'est super violent, puis c'est dark, tout ça, ben, t'attires pas les familles, là. Fait que c'est normal qu'elle ait pas cherché le même montant puis le même public cible. Puis ils ont pas été assez smart pour reconnaître ça puis se dire, ben, c'est normal puis c'est correct comme ça. On devrait jouer dans notre lane. Mais c'est passé. C'est ça, c'est vrai, jouer dans votre ligne, puis c'est correct. 100%, puis tu sais, quand je me souviens, quand j'ai été voir The Batman au cinéma, qui avait été justement publicité comme étant quasiment un film d'horreur, là, limite, là, je m'attendais à ça, mais j'étais comme, ça va être super gore, ça l'était pas tant que ça, mais ça l'aurait pu l'être plus, ça avait l'air d'être hyper violent, hyper gore, puis là, on s'assoit, puis c'est les premières scènes hyper dark, où il marche dans la rue, puis tous les bandits ont peur de lui, là. Puis là, t'as comme une maman qui arrive avec une genre de rangée d'enfants de 5-6 ans. Là, moi, j'étais comme, avec mon gars, mon ado, pis j'étais comme, OK, je la juge un peu, là. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais ici, petit gars? Il y a bien des parents qui regardent pas, là. Il faut que tu regardes qu'est-ce que c'est. On pognait 2 minutes, là, quand ça a commencé aussi, là. Tu sais, c'était pas si pire que ça, mais
c'est pas un film pour enfants, pas en tout. Là, Non, mais c'était pas pour enfants, là. Pas en tout, mais non. En tout cas. Mais bref, mais il y a une tendance aujourd'hui au cinéma de tout faire, et on dirait que tout doit être léché pour les jeunes. Tout doit être léché pour les enfants. Star Wars vit la même affaire, là. Tu sais, quand t'as connu, ben je sais pas, c'est quoi ta relation avec Star Wars, mais moi, j'ai été un tripeux de Star Wars, puis comme mon film, ben moi, de Star Wars, c'était Empire Strikes Back, là. Je veux dire, tu peux pas regarder ce film-là et penser que ça a été fait en pensant aux enfants, là. C'est pas vrai, là. Ou même Return of the Jedi, à la limite, oui, t'as les petits Ewok cute, là, mais tu sais, Jabba the Hutt, là, c'est un méchant monstre que quand t'es jeune, il te laisse pas indifférent, là. Fait que tu sais, c'était pas pensé léché pour que les enfants puissent aimer ça, puis qu'il faut qu'on vende la bébelle, puis que tu sais, on fait un film, puis on fait le meilleur film on raconte la meilleure histoire possible. Tu vois, moi, sur Star Wars, j'ai un hot take, tu seras sûrement pas d'accord avec moi, mais pour moi, le meilleur film de Star Wars de tous les temps, c'est Revenge of the Sith. Oh my God, non. Ouais. Oh my God. On n'est pas d'accord sur tout. Mais la première trilogie, of course, est excellente. Mais je pense que la trilogie de prequel, elle a été mal jugée à la sortie. Parce que, dans le fond, justement, parce que le public de la première était rendu des adultes, puis ils ont fait comme si donc bien rendu enfantin. Dude, Star Wars, à l'origine, ça visait quand même... C'était quand même grand public, c'était blockbuster. C'était pas greedy and dark, là. Fait que comme, tu sais, Jar Jar Binks pis les Ewoks, là, pour moi, il y a pas de différence. Tu sais, comme, pis Chewbacca, tu sais, c'est comme, ça a la même fonction narrative d'un comic relief pis d'un personnage attachant. Puis il a été jugé hyper dur, alors que, dans le fond, quand tu regardes ça comme il faut, l'histoire de Star Wars, c'est pas l'histoire de Luke, c'est l'histoire d'Anakin. Fait que, ultimement, dans le fond, moi, Revenge of the Sith, je m'excuse, c'est dur de battre la scène finale, ou presque finale, du premier, là, quand il se relève. Puis là, la première fois que t'entends... Hey man, le cinéma, là, le cinéma était plein, vraiment. Ça a fait... Wouah! La salle est devenue folle. Puis on savait tout. Ouais, mais la salle est devenue folle, pourquoi? Parce que c'était Darth Vader qui venait de l'autre. Darth Vader... Ça te rappelle quand il rentre dans le corridor la première fois dans New Hope? Darth Vader, d'ailleurs, moi, dans les produits récents qui ont fait Star Wars, puis après, on arrête de parler de cinéma. Mais, pour les gens qui écoutent, mais Darth Vader, pour moi, la meilleure affaire que j'ai vue on va dire, dans ce qui s'est fait post-trilogie d'origine, c'est Obi-Wan. Obi-Wan, la série Obi-Wan, là, c'est malade mental. Les fights qu'ils ont ensemble, puis la relation qu'ils ont ensemble, là, tu sens le lien là de haine avec genre OK, là il retrouve son maître puis genre tu sais il est jeune, c'est aussi le jeune Darth Vader, genre il est pas vieux que ça fait des années qu'il fait ça comme il est en forme puis il est puissant qu'il retient un vaisseau genre comme en tout cas c'est fucked up puis elle est vraiment bien faite la série, moi j'ai vraiment aimé. Puis tu sais Ewan McGregor il est excellent. Mais c'est pas mal la seule affaire qui a attiré mon attention. Tu vois, j'avais essayé un peu Mandalorian, ça m'accrochait pas. C'était quoi l'autre affaire aussi? Rogue One, c'était bon sans plus. Solo, pour moi, bof, là, tu sais. Puis la troisième trilogie, il faut qu'il l'efface du canon. Elle a jamais existé. Quand j'en parle avec mon gars, je suis comme ça existe pas, ce film-là. J'ai jamais vu ça. C'est de la grosse boîte. Fait que... Ouais, ça, celle-là, je suis d'accord avec toi. Mais pour les autres, on pourra en reparler un autre jour, mais je suis pas d'accord sur les mêmes points. Mais reste que pour faire un lien avec les arts martiaux, par exemple, il y a beaucoup d'athlètes. Puis moi, dans mon intérêt des arts martiaux, ça a parti de cinéma, ça a parti de personnages fictifs, ça a parti, tu sais, Batman a influencé ça. Tu sais, Batman, c'est un pratiquant d'arts martiaux, c'est un ninja, c'est ça. Puis c'est cool parce que dans les jeux, puis dans les bandes dessinées, puis dans les films, plus à cette heure, tu vas reconnaître des mouvements, tu vas faire comme « Ah, ça, je pratique ça, ce coup de pied-là, puis ah, ça a l'air cool, ce move-là, tu sais, puis ça fait que c'est tout interrelié en quelque part, je trouve, dans la... Tu sais, il y a des liens, puis dans le temps, c'était Bruce Lee, puis avant ça, il y a dû en avoir d'autres, je sais pas, mais... Qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, un des avantages qu'on a maintenant avec la technologie, c'est que, tu sais, dans le temps, mettons qu'il y avait des combats dans les jeux vidéo, c'était un peu sketch, les bonhommes étaient pas vraiment fluides. Maintenant, ils font du motion capture avec des vrais artistes martiaux. Moi, j'en connais une qui a fait... elle a fait Batgirl pour le jeu Gotham Knight. C'est elle qui faisait tout le motion capture. C'était cool. une fille de Kenpo. Puis on l'a eu sur le podcast. Okay.
Elle pouvait pas nous le dire à ce moment-là, je pense, parce qu'elle nous l'avait dit hors d'onde parce que le jeu était pas sorti. Mais elle avait fait tout le motion capture, tous les moves avec l'arme, c'était tout elle. C'est fait cool, que là, après, ça. quand tu joues aux jeux vidéo, tu fais shit, c'est donc bien réaliste parce que c'est des vraies personnes qui ont fait tous les mouvements, tu sais. C'est ça. C'est hot pour ça. Ouais. Mais Ben, les arts martiaux débordent dans le domaine d'entertainment partout. Ah oui, là, ben oui, c'est, ben oui. c'est fou, là. Il y a des écoles de karaté qu'il y a même plein d'élèves à faire des cascades des fois pour des productions, puis tu sais, c'est ça. On fait ben partie oui, de 100%. ça, Ben écoute, c'était vraiment cool, Jean-François, encore une fois. On a débordé Ben comme oui, la c'était le première fun. fois sur plein d'affaires. Ouais. Je vais mettre des liens avec pour que les gens puissent s'abonner à la chaîne YouTube de la TVC. Puis j'avais une dernière question. Merci, Admettons j'apprécie. qu'un organisme ou Oui, vas-y. quelqu'un a une idée d'émission, ça se fait ça encore d'aller vous voir puis faire, j'aimerais ça comme faire ce projet-là. Ça Oui. se fait, prenez-vous encore des projets de gens qui vous arrivent comme ça? Oui, absolument. On en a là, qui ont été déposés, qu'on est en train de regarder. Absolument. Je sais pas s'ils ont fait un lien sur le site web, mais sinon, tu sais, rentrez en contact avec nous autres, courriel, peu importe, si vous avez un projet, déposez-le. On est super ouvert. Après ça, on est obligé de l'étudier selon nos moyens. Qu'est-ce qu'on est capable. Des fois, il y a des gens ont des super bonnes idées, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est capable de faire à cause de temps, argent, peu importe. C'est sûr que les projets les plus susceptibles d'être qu'on va dire, ben oui, on peut pas manquer ça, c'est quand la personne a du temps à donner, puis qui est capable de faire une certaine partie de la production, ça nous aide au bout, parce qu'on n'est pas nécessairement capable de tout faire. Fait que, tu sais, si quelqu'un arrive avec un projet, tu sais, on en a eu même des fois qui nous ont proposé des affaires clés en main. Tu sais, c'est sûr qu'un clé en main, on va faire plaisir de broadcaster, là, si quelqu'un cherche une plateforme. Mais oui, s'il y a un projet d'émission, on va les accompagner là-dedans, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nice. Absolument, on Nice. est très ouvert à ça. Ben merci beaucoup. Puis je vais te garder pour un petit segment Merci à bonus pour les abonnés Patreon. Puis OK. c'est ça. Je te dis à une prochaine fois.